maintenant de passer à la deuxième conférence de Pascal Boivin. Le thème est agriculture et climat, potentiel de fixation du carbone dans nos sols agricoles. Alors, Pascal est docteur en sciences du sol. Il est professeur à la HESSO EPIA à Genève, où il est responsable de la filière agronomie et groupe sol et substrat. Accessoirement, Pascal Boivin est aussi président de la Confédération européenne des sociétés des sciences du sol. Voilà, Pascal, je te passe la parole et je te remercie par avance pour ta présence ce soir et ta contribution. Merci. Merci, vous m'entendez? Bien. Génial, merci. Merci Raphaël, c'était chouette d'entendre tout ça. Puis je vais enchaîner, il y aura quand même pas mal de ponts, on va voir. Je vais aussi tenter l'exercice de partager mon écran et si tout marche, on va pouvoir y aller. Alors, ça pourrait bien être ça. Partager. Il veut bien, extraordinaire. Je sais plus quel mettre. Ça fonctionne très bien. Ça marche. Eh ben, c'est beau. Alors, je ne dis pas fixation, je dis séquestration. Vous verrez pourquoi. Pas fixé, mais enfin. Et donc, agriculture vaudoise, entre parenthèses, oui. Et puis, j'ai un peu parcouru les bases de cette question, les faits, et puis les questions qu'il y a derrière. On va voir un peu tout ça. Alors, de quoi on parle? On parle de l'humus, c'est-à-dire de la matière organique qui se trouve dans les sols. Ce sont des résidus végétaux et animaux décomposés, condensés en humus, des matières organiques très condensées, et c'est intimement lié, pour la plupart, à la matière minérale, donc en gros, les argiles. Alors, humus, carbone organique, pourquoi il y a un lien avec le CO2? C'est que l'humus est formé à peu près à 60% de carbone organique, de TC-Org, et une tonne de ce carbone organique, c'est 3,66 tonnes de CO2 en équivalent. Voilà. Alors jusque-là, tout va bien. En fait, donc les plantes vont faire de la photosynthèse à partir de la lumière et du CO2 atmosphérique, celui qui nous dérange en ce moment. Et puis, elles vont produire différents composés, différents métabolites. Et en se décomposant ensuite, cette matière végétale directement ou consommée par des animaux ou des micro-organismes va se décomposer et former, si tout va bien, de l'humus, donc accumuler du carbone organique dans le sol, éventuellement, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure, et ça peut éventuellement être de la séquestration, c'est-à-dire quelque chose qui aurait été du CO2 qui aurait été piégé là. On va revenir sur le concept. Voilà. Alors, ce carbone organique du sol, il est essentiellement en surface. Vous voyez ici l'âge du carbone organique. Et puis, c'est quelque chose qui est assez ancien. On a, vous voyez ici, l'âge moyen 3 ans en surface, il est plus jeune en surface, et puis de plus en plus âgé. L'âge moyen du carbone organique dans un sol, si on regarde sur 2 mètres, il est relativement élevé. Si on consomme cet humus, on consomme une ressource qui est déjà relativement fossile, ou en tout cas minière. La production de biomasse, donc celle qui nous intéresse en agriculture, aussi tout ce qui est fibres, etc., ça c'est une des fonctions des sols. Et ce qu'on sait depuis très peu de temps, depuis ce qu'on a appelé le Millennium Assessment en 2005, c'est que l'essentiel des services écosystémiques sur la planète sont supportés par les sols. On dit que les sols sont la clé de voûte des services écosystémiques. Et ça, c'est un constat qui n'a pas surpris les spécialistes des sols, qui est une petite communauté, mais qui a pas mal surpris à différentes échelles, au niveau des Nations Unies, des décideurs, etc., lorsqu'on en a fait ce constat qui n'était pas du tout partagé et qui est conduit à des diagnostics sur la dégradation des sols aussi, avec des diagnostics disant, par exemple, que la dégradation des sols actuels est critique et qu'elle met en péril le bien-être de 3,2 milliards de personnes. Ça, c'est des estimations. Le rapport du GIEC sur le sol et climat a bien frappé les esprits cette même année 2018. Alors, on va parler de qualité des sols. La qualité des sols, c'est défini. C'est pas, on peut le dire dans une acception un petit peu courante, comme ça familière, mais c'est défini comme l'aptitude des sols à fonctionner, c'est-à-dire à assurer leur fonction. Et il y a un indicateur central, c'est-à-dire qu'on va retrouver en fait comme principal facteur de la qualité des sols, du moins en surface, c'est la teneur en matière organique. Pourquoi? Parce qu'on le voit sur ce graphique ici, la plupart des fonctions dans les sols et dans l'écosystème sont proportionnelles à la teneur en matière organique. C'est-à-dire si vous augmentez la teneur en matière organique, vous augmentez proportionnellement la fonction. Et ces fonctions,
la liste n'en est pas close. On va retrouver énormément d'études qui montrent que c'est le cas pour la porosité, la rétention d'eau, l'aération, etc., l'activité biologique, les réserves de nutriments, et les propriétés thermiques, c'est très variable, l'épuration des eaux. Et notamment, on va trouver tout ce set de fonctions qui correspond à ce qu'on appelle la fertilité physique du sol, sur laquelle je vais revenir un petit peu. Alors, parce qu'à la clé de tout ça, il y a aussi un constat, c'est qu'on estime qu'on a perdu jusqu'à 50 à 70% de la matière organique des sols dans les systèmes cultivés intensifs dont nous a parlé Raphaël. Alors, d'un point de vue historique, je ne remonte pas aussi loin que Raphaël, mais si on est au début du 19e siècle, eh bien, on a une remarquable synthèse qui s'appelle la théorie de l'humus, principe raisonné d'agriculture, d'Albrecht Herk, un agronome allemand. Ça a été traduit dans toutes les langues. On le trouve dans toutes les bibliothèques, que ce soit en français, en italien, en allemand, etc. Et évidemment, à cette époque-là, la seule façon qu'on a de maintenir la fertilité des sols, c'est la restitution d'amendements organiques. Et donc, il a fait une somme de travaux là-dessus, en incluant, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, ces travaux aujourd'hui sont dépassés d'un point de vue théorique, strictement pédologique ou agronomique, mais ne le sont pas du tout en termes de concepts, notamment les concepts de durabilité qui sont très bien développés. Et puis, courant du 19e siècle, on a eu la théorie minérale qui est arrivée, c'est-à-dire qu'on a pu montrer avec différents travaux, c'est souvent Liebig qui en a fait qui les a rendus extrêmement visibles, mais un ensemble de travaux ont montré qu'avec les éléments minéraux, azote, phosphore, potassium, qu'on commençait à savoir extraire ou synthétiser, eh bien, on arrivait à cultiver des plantes. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le début de l'ère NPK, l'ère azote, phosphore, potassium. Alors, en même temps, on a eu une augmentation de la précaution mécanique. Alors, le machinisme s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, même si les théories sont beaucoup plus anciennes. On a vu arriver des labours très profonds. Ça, c'est la Suisse, c'est pas l'Union soviétique, c'est pas très, très loin du canton de Vaud. Des machines beaucoup plus puissantes, plus rapides, travaillant plus profond, donc un impact mécanique plus fort. Et ça, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, on a à la fois une dilution, mais surtout une minéralisation, c'est-à-dire une consommation par les organismes du sol du stock de carbone organique, du stock d'humus, qui est lié au fait qu'il est exposé, que ces mécanismes de protection sont perdus. Et donc, on a petit à petit consommé avec ce système-là, hein, cette perte de teneur en matière organique des sols a débuté en gros avec les plans de relance économique post-guerre de 40, et puis ça s'est très intensifié entre les années 70 et 80, et c'est à ce moment-là qu'on a perdu énormément de carbone organique, ce qui à l'époque permettait d'être un grand succès d'ailleurs, puisque quand il se minéralise, il fournit des nutriments. Et comme la teneur en matière organique du sol était à l'époque hors sujet, ne nous intéressait pas, on mettait N, on mettait P, on mettait K, on avait la machine, et en plus, on avait des magnifiques résultats. On a multiplié les rendements par 3 à 10 selon les cultures. Voilà. Et évidemment, il y a aussi un stress physique qui est impliqué au sol. Donc, un certain nombre de facteurs très agressifs pour le sol, mais qui passaient totalement sous les radars à cette époque-là. Je dirais d'autant plus qu'en appliquant ces méthodes, on en récoltait un certain fruit, tout en consommant une ressource fossile ou ancienne. C'est-à-dire que, tout à l'heure, Raphaël l'a un peu évoqué, mais cette agriculture qu'on a développée est une agriculture profondément minière, fondamentalement minière, aussi bien dans ses éléments minéraux que dans les carburants utilisés et que dans la consommation du sol. Alors, cette agriculture sous pression, il y a eu pas mal de rapports déjà sur le sol, mais sur ce qui est du sol et agriculture, on a eu des alertes fortes avec donc, le GIEC, l'IPCC Climate Change and Land. La revue Science, quelques années plus tôt, c'est un peu passé inaperçu, mais elle a un numéro spécial sur les sols. Elle disait par exemple que l'érosion est un problème aussi grave que le changement climatique. Ça, c'est 2004. Alors, l'érosion, si vous allez dans une grande ville et que vous demandez aux gens ce qu'on peut penser de l'érosion, vous n'aurez pas beaucoup de retours. Le climat, maintenant, oui, il y a 15 ans, pas tellement. Vous voyez, aussi grave que le changement climatique pour des tas de raisons. On va peut-être en parler, mais effectivement, c'est pas faux. Il y a des phénomènes qui sont notés, qui sont très inquiétants ici. Ça, c'est des résultats français, mais on les a aussi, la situation au-dessus à l'échelle internationale, mondiale. En Suisse, une certaine stagnation des rendements. On n'arrive plus à augmenter les rendements d'un certain nombre de cultures, malgré une augmentation des facteurs de production. Et puis, aujourd'hui, on a encore plus de pression, puisqu'on commence à dire que l'agriculture contribue énormément au bilan de gaz à effet de serre. Voilà. Sans parler évidemment des problèmes de revenus des agriculteurs, etc., chose que certains d'entre vous connaissent bien, et qui font que la profession d'agriculteur est devenue quelque chose d'extrêmement difficile. Voilà. Alors, productivité durable, on est aussi dans un problème avec les sols, un petit peu de jusqu'ici tout va bien. Le gars qui saute du 10e étage peut dire ça en arrivant au 2e étage.
mais les sols sont à effet de seuil, répondent à des effets de seuil, et lorsqu'on a trop dégradé les sols, c'est pas rattrapable. Alors, on commence à se rendre compte qu'il est temps de faire quelque chose. J'aime beaucoup ce dessin de Franquin. T'en fais pas, allons dormir, la nuit porte conseil et ils vont sûrement faire quelque chose. Oui, effectivement, la planète est en mauvais état et c'est peut-être pas en attendant qu'il fasse quelque chose que ça va se produire. Voilà. Alors, pour revenir à notre sujet, la première question, on a vu que la matière organique jouait un rôle absolument essentiel. On a vu qu'on avait perdu cette matière organique. Combien en faut-il? Bien, sans surprise, il y a peu de choses là-dessus, jusqu'à tout récemment, parce qu'effectivement, c'est sorti des radars, ça n'a plus d'importance. Donc, on a très peu de travaux capables de dire combien il faut de matière organique dans un sol et pourquoi. Alors, ça s'est redéveloppé plus récemment, notamment chez nous, dans notre équipe, où on a regardé comment se comportait la vulnérabilité du sol aux agressions mécaniques, notamment, par rapport aux teneurs en matière organique. Et ce qu'on découvre, mais qui est ancré dans des recherches antérieures, c'est que c'est le rapport entre la teneur en matière organique et la teneur en argile du sol qui va piloter la vulnérabilité de ce sol. Et puis, de ce point de vue-là, ce qu'on a pu montrer aussi toujours, là, c'est le plateau suisse, enfin, l'art lémanique, etc. On voit que les sols qui sont de très bonne qualité d'un point de vue physique, d'un point de vue de leur structure en général et de leur vulnérabilité, ils ont des rapports entre la teneur en matière organique et la teneur en argile de 24%. La limite de l'acceptable, c'est autour de 17% de rapport. Donc, si vous avez 20% d'argile, il vous faut 3,4% de matière organique. Et puis, le beaucoup trop faible, c'est-à-dire voilà, on est à peu près certain statistiquement d'avoir un sol dégradé au cours du temps, c'est un rapport de 12%. Très bien. Je passe pas plus de temps là-dessus, c'est quelque chose qu'on a mis à jour en Suisse, qui a été confirmé en Angleterre, en Wallonie, en pas mal d'endroits. Donc, ce rapport matière organique argile, maintenant, les gens ont le regard là-dessus. Et si on regarde maintenant le canton de Genève, par exemple, vous avez toujours ici en bas l'argile, en haut la matière organique, et puis vous avez ici les diagrammes fournis par le FAC pour indiquer ce qui serait un sol riche, satisfaisant ou faible en matière organique. Ça distingue effectivement différentes teneurs en argile. Vous voyez, ça date conçu à partir des années 90, fin des années 90, ces diagrammes, c'est des recommandations aux agriculteurs. Il est important de préciser que ça, c'est non pas pour la qualité du sol, mais pour des aspects minéralisation de la zone. Et si on projette là-dessus, là, vous avez les 2700 analyses de sol en grande culture du canton de Genève. Vous voyez qu'on est un peu faible, mais pas à peu près majoritairement dans la cible de ce qui est considéré dans ces recommandations-là comme satisfaisant ou normal. Si on regarde maintenant les données récentes sur la qualité du sol, vous voyez, ça c'est la limite sous laquelle il ne faudrait pas se situer. Et ça, c'est la limite qu'il faudrait en tout cas atteindre. Ce n'est pas un optimum, c'est le minimum qu'il faudrait avoir. Vous voyez ce qui reste au-dessus de cette droite sur Genève. Pas grand-chose. En fait, on a 75% des sols qui sont satisfaisants selon ce critère OFAG, qui encore une fois est lié à la minéralisation de l'azote. Et en moyenne, on est à 10% de rapport matière organique argile, alors qu'il faudrait être à 17%. Il en manque 70%. Voilà. Ça, c'est le résultat de l'histoire récente de la culture ici sur Genève. Alors évidemment, tout ça, on a envie de dire tout va bien. Tant que les sols ne nous intéressent pas beaucoup, ça va bien. Mais alors, il y a un produit d'appel qui a déboulé dès les années 80, c'est la composante climatique. Alors, dans la recherche dès les années 80, très présent, au niveau politique et public plus récemment. Mais maintenant, c'est quand même un thème qui est imposé, la composante climatique. Alors, pourquoi on va en parler? C'est qu'on s'est rendu compte, pour faire un schéma très simple, et qui est un schéma de climatologue ou de thermicien, c'est que les émissions annuelles depuis les sources fossiles de CO2 correspondent à 1/4 millième du stock d'humus qui se trouve dans le sol. 1/4 millième. Donc, si on augmente d'1/4 millième chaque année la teneur en matière organique des sols, on a équilibré le bilan de gaz à effet de serre de la planète malgré l'utilisation des ressources fossiles. Encore une fois, ce n'est pas du tout un calcul d'agronome, même s'il y a des pédologues et des agronomes derrière cette suggestion, c'était la COP 21, mais c'est un fait de chiffres tout simple et un petit peu fait pour rêver et frapper les esprits, et on l'a appelé l'initiative 4 pour 1000. Si on arrivait, messieurs les agronomes, messieurs les pédologues, à augmenter chaque année d'1/4 millième le stock de matière organique des sols, eh bien, on aurait tout simplement équilibré les émissions fossiles. Voilà. Alors, ça fait partie des ce qu'on appelait les technologies d'émissions négatives proposées à la COP 21. Il y en avait 7. Elles ont été passées en revue notamment par le Conseil scientifique des Académies des sciences européennes. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces technologies d'émissions négatives?
la seule qui a passé la rampe de cette évaluation, y compris dans sa faisabilité, c'est effectivement de séquestrer du CO2 dans la matière organique des sols. On ne dit pas dans ce rapport que c'est facile, on dit c'est immédiatement déployable, ça aura une efficacité, etc. Voilà. Mais c'est la seule. Ça veut dire que si on veut bien prendre connaissance de ce genre d'études, on va commencer à regarder d'un autre œil notre agriculture. Alors, initiative 4 pour 1000 à la COP 21, et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit comment peut-on mettre plus de carbone dans les sols, et on dit des choses intéressantes, surtout qu'il y avait le ministère de l'Agriculture français derrière aux manettes. On retrouve les piliers de l'agriculture de conservation, on retrouve une combinaison agriculture-élevage, enfin grande culture-élevage, on retrouve les haies, voilà, c'est-à-dire plein de choses qui sont complètement antinomiques avec les politiques publiques depuis la guerre de 40. Donc, notamment les piliers, ce qui est bien particulièrement mis en avant, ce sont les piliers de l'agriculture de conservation que Raphaël avait cité. Donc, réduire, voire supprimer toute intervention mécanique sur le sol, avoir toujours un sol couvert avec des multi-espèces et puis une grande intensité végétale et donc une grande diversification aussi des rotations. Voilà. Eh bien, cette agriculture de conservation, elle a été inventée par des agriculteurs, comme le label bio, etc. Tout ça, ça a été inventé par des agriculteurs complètement en marge des politiques publiques, mais d'une façon résolue par des gens qui ont inventé. Alors aujourd'hui, on commence à s'accrocher à ça en disant, mais est-ce que ça ne pourrait pas régler nos problèmes? Alors évidemment, dès lors qu'on a posé ça sur la table, on arrive à un débat scientifique extrêmement tendu, et là, je pense que c'est extrêmement compliqué pour le décideur, parce que tout le monde s'est saisi de cette question, chacun à sa façon, et c'est une grande cacophonie. Vous pouvez multiplier les différentes revues scientifiques, je pourrais en faire défiler à l'envi, disant que ça marche, non, ça ne marche pas, on va pouvoir, non, on ne va pas pouvoir, attention, il y aura des effets pervers, etc. Et puis, tout récemment, par exemple, alors je trouve un excellent exemple, une étude d'Agroscope qui s'est intéressée aux essais longue durée qui se trouvent en Suisse, et puis qui conclut, vous le voyez sur le graphique de droite, tout ce qui est cropland, donc tout ce qui est terre arable, on dit qu'il n'y a aucun de ces systèmes qui sont testés dans ces essais longue durée qui est capable de ne pas perdre du carbone. On peut en perdre peu, il n'y a que la prairie qui permet d'en gagner un petit peu, et les autres ne peuvent qu'en perdre, et ça permet aux auteurs de conclure qu'on n'arrivera pas du tout à faire le 4 pour 1000, le fameux 4 pour 1000 de la COP 21, où on ne pourra pas faire ça en Suisse. Et ils vont même un cran plus loin, ils disent il va plutôt falloir mettre des biochars, voire faire du labour profond, c'est-à-dire labourer à 80 cm et mettre notre couche de surface de terre végétale au fond à 80 cm pour y mettre en quelque sorte le carbone au frigo. Voilà. Alors, ça, c'est un certain état de l'art qui, effectivement, il y a beaucoup de confusion et beaucoup de discussions là autour. Je vais y revenir sur un certain nombre de points. Alors, avant, il faut peut-être aussi épurer le vocabulaire. Est-ce qu'on parle de stockage ou de séquestration? Qu'est-ce qu'on entend par là? La séquestration, c'est le transfert de CO2 depuis l'atmosphère vers le sol à travers les plantes. On a vu ce mécanisme de la photosynthèse, et c'est stocké ou retenu à cet endroit, comme partie de la matière organique du sol. Et en plus, le GIEC, l'IPCC, rajoute un critère en disant pour qu'il y ait séquestration, il faudrait que cette quantité-là reste en tout cas une vingtaine d'années, à mettre en relation avec ce turnover de la matière organique qu'on voit sur le graphique de droite, qui est de plus en plus lent quand on descend en profondeur. Donc là, il s'agit ici des 30 premiers centimètres de sol qui sont responsables de 80% en gros du turnover de la matière organique. Alors, le stockage par opposition, c'est quoi? Il n'y a pas de soustraction nette de CO2 à l'atmosphère. Je vous donne un exemple. Vous avez une ferme, vous récupérez tout le fumier de cette ferme et vous le mettez tout sur une parcelle. La teneur en carbone organique de cette parcelle va augmenter, mais au détriment de celle des autres parcelles. Ça, c'est du stockage. Vous avez déplacé de la biomasse vers un endroit, mais vous n'avez pas séquestré, puisque vous n'avez pas soustrait davantage de CO2 à l'atmosphère que vous ne l'auriez fait en le laissant ailleurs. Ça, c'est un point extrêmement important parce qu'on arrive très, très vite avec beaucoup de solutions, par exemple biochar, compost, etc., aux limites du système où on fait du stockage, mais pas forcément de la séquestration. Et très souvent, on s'affranchit d'en faire la démonstration. Voilà. Alors, du coup, la question est celle de départ. Quel est le potentiel de séquestration de CO2 dans l'agriculture? Dans l'agriculture, vous avez entendu Raphaël, qu'est l'agriculture? Il y a énormément de choses différentes. En termes de production, grande culture, culture spéciale, élevage, ça a été abordé. La spécialisation des exploitations avec ou sans élevage,
les conditions écoclimatiques, altitude, élevage et prairies, etc., sol particulier, et puis, etc., les micro-fermes. Chacune de ces caractéristiques définit un cadre différent pour la question posée. Il faut déjà oublier les QCM qui vous donnent la solution. Il va y avoir une adaptation à chaque système. Alors, pour ce qui est de définir un potentiel de stockage ou séquestration, on y reviendra, donc de gain de teneur en matière organique. Il y a plusieurs approches. Il y a un concept de saturation du sol en carbone qui voudrait qu'il y ait un certain plafond, mais que la recherche récente ne confirme pas. Et puis, il y a une approche par la qualité du sol. Alors, évidemment, si on sature, s'il y a un plafond, on n'ira pas plus loin. Si c'est qualité du sol visée, on l'a vu, on peut aller très très haut, en fait. On le voit sur le terrain. La teneur en matière organique nécessaire se définit alors, on l'a vu, par le rapport matière organique argile. On peut viser 24%, 0,24. On peut viser un seuil minimum 0,17. On peut viser le seuil de remédiation 0,12, puisqu'on voit qu'à Genève, on est en dessous, on est à 0,1. Voilà. Donc ici, on l'a formulé d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui est repris par l'Office fédéral de l'environnement sous forme, comme pour les protections des sols, seuil de remédiation, seuil d'investigation, valeur indicative. Alors, si on prend un canton qui contient cette fois-ci de l'herbage, davantage d'exploitation, avec beaucoup de prairies temporaires, etc., mais là, on reste en terre arable, hein. Vous voyez qu'on a un petit peu mieux qu'à Genève, c'est-à-dire qu'on a en fait une médiane des rapports matière organique argile qui est de 12%. Alors, c'est justement le seuil qu'il ne faudrait pas atteindre, c'est la médiane, c'est la valeur moyenne. Mais regardez, vous avez quand même un certain nombre d'exploitations qui atteignent ou dépassent le 17% de rapport matière organique argile. Et ce qui est très intéressant, et ça on le trouve partout, c'est qu'on en a pas mal qui sont à 24%. Et quand vous regardez en bas, même sur des serres très argileuses, on arrive à 60% d'argile avec des gens qui ont sur 24% de rapport matière organique argile. Très souvent, quand vous êtes, par exemple, sur les grandes cultures, très souvent des plaines intensivement exploitées, quand vous dites, écoutez, il faudrait au moins avoir 17% de rapport matière organique argile, pour un agriculteur qui n'a pas ces données, il lève les yeux au ciel, il dit, c'est impossible. Et en fait, on trouve dans tous les systèmes de culture des exemples qui sont beaucoup plus hauts. Donc ça, ce sont des chiffres de terrain, donc ce n'est pas des objectifs de théorie de laboratoire. Voilà. Et puis, du coup, on peut se faire des objectifs de potentiel de séquestration, parce que quand on est à 12% en moyenne dans le Jura, en médiane, pardon, on peut envisager de monter à 17%. Ce sera un potentiel de séquestration qui sera un minimum du point de vue agronomique. On fait ce qu'on veut d'un point de vue climatique, mais d'un point de vue conservation de la ressource en sol, il faut aller à ce 17%. Et puis, on peut très bien ambitionner de monter vers le 24%, c'est beaucoup plus exigeant. On a le droit de se poser cette question, et à ce moment-là, effectivement, on a un potentiel qui est le triple. Voilà, alors ça peut donner, par exemple, on l'a fait sur veau, une évaluation du déficit. Ici, en grande culture sur veau, on retrouve sans surprise les zones d'exploitation intensive, hein, et à l'inverse, les zones plus d'altitude et d'herbage, avec toutes les zones déficitaires, vous voyez, en rouge, en jaune, en rouge, par rapport aux critères de minimum de carbone par rapport à l'argile ou d'humus par rapport à l'argile. Alors, si on regarde ça sous l'angle du potentiel, ça nous donne 2 millions de tonnes dans les grandes cultures pour un minimum de rapport matière organique argile 17% pour veau. Et puis, un maximum, si on va au rapport 24%, ce serait autour des 6,6 millions de tonnes de CO2. On reviendra sur à quelle vitesse on peut faire ça. On reviendra sur les autres systèmes tels que les cultures pérennes. La vigne a été évoquée tout à l'heure, mais aussi l'arboriculture. Alors, évidemment, la question d'abord, c'est est-ce qu'on peut et à quelle vitesse? Parce que vous avez vu, les publications vous disent non, vous ne pouvez que perdre. Alors, ça, c'est en station de recherche. Ce sont des conditions, on pourrait y revenir, mais qui sont très particulières et qui conditionnent beaucoup les résultats. Ici, ce que je vous montre, c'est les résultats qu'on a obtenus sur l'arc lémanique, mais dans les exploitations agricoles, sur le très grand nombre. On est sur des dizaines de milliers d'analyses de parcelles. Et actuellement, on ne l'a pas encore publié, mais on a les mêmes résultats sur le Jura. On est là aussi, on voyait les chiffres tout à l'heure du Jura, on est en altitude, on a de l'herbage, on a de la polyculture élevage, mais on retrouve aussi le même type de raisonnement que ce que je vais vous montrer. Alors, notamment, ça a été poussé en avant par les plans climatiques, notamment l'arc lémanique. On a le plan climat Genève, ici, que je montre, qui a été le premier à ouvrir le bal, le plan climat Vaud. Voilà. Et ce qui est intéressant, si on prend par exemple l'objectif 2030, 1 700 000 tonnes de CO2 économisées sur Genève, la mesure 6.4, donc, est celle de séquestrer dans les sols par l'agriculture de conservation, fixe 15 000 tonnes par an. Il en manque 700 000 tonnes dans les sols pour une qualité minimale. Si vous faites du 4 pour 1000, le fameux 4 pour 1000 de la COP 21 pendant 30 ans, vous n'aurez gagné que 13%.
Or, on doit augmenter de 70%. Donc, vous voyez qu'agronomiquement, on va être beaucoup plus ambitieux que d'un point de vue climatique. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe, à gauche, Genève, à droite, Vaud, voilà les taux d'évolution, alors toujours en pour 1000, histoire de rester, d'avoir le 4 pour 1000 à l'œil. Entre 1993 et aujourd'hui, voilà comment ont évolué les teneurs en matière organique de quelques dizaines de milliers de parcelles sur Genève et sur Vaud. Vous avez des gens qui sont à moins 30, voire moins 40 pour 1000, des gens qui sont à plus 30 pour 1000. La médiane, sur l'ensemble de cette période, c'est 0, neutre. Sur Vaud, on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire la même médiane, le même étalement. Alors, il y a des gens qui sont à 40 pour 1000, c'est-à-dire qui se font fois 1,04 chaque année, 10 fois plus que le 4 pour 1000. Et il y a des gens, des parcelles qui sont à moins 40 pour 1000 fois 0,96. Voilà. Très, très grande distribution, très étalée par rapport au 4 pour 1000. Si on regarde la tendance temporelle, là, c'est extrêmement intéressant. On découvre qu'en fait, les deux cantons étaient en perte de carbone, en moyenne moins 5 pour 1000 dans les parcelles à la fin du XXe siècle, mais qu'une correction s'est effectuée. On est passé par 0 à partir de 2006. On est passé au-dessus. Et aujourd'hui, on est arrivé en tout cas à 6 pour 1000 en 2015, parce que c'est l'année moyenne entre deux analyses, ce qui veut dire, si on a continué, qu'on est plutôt dans les 10 pour 1000 aujourd'hui sur ces deux cantons, et on est en train de sortir à peu près les mêmes chiffres sur le Jura. Donc, il y a eu des correctifs, on pourra en parler, notamment au niveau de tout ce qui est réglementation, notamment liée au PER, qui ont déjà permis d'avoir un effet. Et puis derrière, en toile de fond, c'est tout le développement des techniques, des piliers de l'agriculture de conservation. On reviendra sur cette question des labels. Pourquoi il n'y en a pas? Raphaël a donné une raison, il y en a d'autres. Et on verra que ces piliers, effectivement, peuvent s'appliquer différemment. Les gens les appliquent différemment. Mais globalement, on a cet effet, c'est-à-dire qu'on est passé d'une agriculture qui perd le carbone de ses sols à une agriculture qui en gagne, et c'est tant mieux. Alors, en même temps, vous voyez que cette image est complètement différente de celle qu'on obtient en station de recherche, en faisant référence à la publication d'Agroscope que je citais tout à l'heure. En moyenne, aujourd'hui, on est au-dessus de 5 pour 1000, ça c'est sûr. Autrement dit, climatiquement, le 4 pour 1000, chiffre planétaire, il est dans le rétroviseur, en tout cas en grande culture. Voilà. Alors, la correction de perte de matière organique a déjà eu lieu, le 4 pour 1000 est dépassé, et l'objectif de 10 pour 1000 est raisonnable. Il est peut-être déjà atteint en moyenne, et il y a un sacré potentiel de croissance puisqu'on a beaucoup de parcelles qui sont encore dans des pertes importantes. Quels sont les leviers? Alors ça, on a pu l'étudier aussi sur des 120 exploitations sur l'arc lémanique, on en a un certain nombre aussi sur le plateau, sur le Jura. On voit qu'un des gros facteurs, ce sont les couverts végétaux engrais verts. On voit que le bilan organique, les apports organiques, les retours d'engrais de ferme, c'est un facteur important. Et on voit que le travail du sol est un facteur négatif. Là, c'est aussi très important puisque là aussi, en recherche en station, il y a un certain nombre de papiers qui ont fait du bruit ces derniers temps, qu'on dit, mais finalement, labourer le sol, ça ne fait pas forcément perdre du carbone organique. Si vous regardez ça non plus en station, mais à la ferme, alors oui, là, c'est un facteur très fort, mais je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors d'abord, si on regarde les couverts végétaux, vous voyez, ça, c'est le pourcentage de sol non couvert sur une ferme en interculture, enfin sur une ferme, sur une parcelle, parce que c'est des travaux faits à la parcelle. Et ça, c'est le taux de changement avec le zéro, perte de carbone, gain de carbone. Mais vous voyez que plus vous négligez la couverture de vos sols, plus en moyenne, vous pouvez perdre du carbone organique, c'est-à-dire de l'humus. Et puis, ça va fluctuer effectivement parce qu'il y a plein d'autres facteurs qu'on va voir. Ça, ce sont les couverts végétaux. Ça, ce sont les apports organiques. Ben oui, plus on en apporte, plus on va gagner. Et cette fois-ci, on est proche de la neutralité pour le zéro. Ça, c'est l'intensité mécanique. Alors, qui se résume, c'est un calcul qui se fait à partir de toutes les opérations mécaniques qui ont été faites. Et on voit qu'effectivement, lorsque cette intensité mécanique augmente, et ici, à ce chiffre-là, en moyenne, les exploitations sont des exploitations qui perdent, ou les parcelles sont des parcelles qui perdent du carbone organique. Il se trouve que ce chiffre, c'est le labour conventionnel. En gros, c'est le score qu'on obtient en labour conventionnel. Par contre, vous remarquerez que dans tous les cas, il y a des gens qui sont, des parcelles qui sont beaucoup en taux positif et des parcelles en taux négatif. C'est une tendance générale qui, derrière, se module avec les autres leviers. Le stock de carbone, très important, le rapport carbone-argile ou matière organique-argile dont on avait parlé, plus votre sol est riche en matière organique par rapport à l'argile, plus il risque de passer dans les taux négatifs. Alors ça, c'est extrêmement important aussi. Ça veut dire que quand vous manquez beaucoup d'humus, quand vous en avez beaucoup perdu, exemple Genève, ça va être assez facile d'en gagner, mais plus vous allez en gagner, plus il va falloir intensifier les efforts pour continuer d'en gagner. Voilà. Et ici, on s'aperçoit que le moment où en moyenne on passe à zéro, c'est ce fameux rapport matière organique-argile de 17%.
Bon, ça tombe bien, tous les cantons sont loin derrière. Et certaines parcelles sont mieux, sinon on n'aurait pas ces chiffres. Mais en moyenne, on est loin en dessous. Mais attention, quand on va s'en approcher, il faudra intensifier les efforts. Et il y a des gens qui sont bien au-dessus, mais qui continuent à séquestrer. Les effets sont additifs. Ici, ça c'est très intéressant. Vous avez le taux de changement et le même graphique avec le rapport carbone-argile, mais vous avez les différentes catégories d'intensité de travail du sol. Le conventionnel, le labour réduit, ce qu'on appelle les techniques culturales simplifiées, et puis le semi-direct, où vraiment on ne touche plus au sol. Et regardez, vous avez pour le conventionnel, vous atteignez la perte de carbone à partir d'un rapport matière organique-argile, le fameux 12%, celui du sol très endommagé. Et bien, si vous êtes en dessous, vous allez encore pouvoir gagner du carbone en moyenne en étant conventionnel, mais après, il va falloir réduire, sinon en moyenne, vous allez perdre. Alors que quand vous regardez à l'autre bout, ceux qui sont en semi-direct, ben, c'est seulement en arrivant au maximum de qualité, 24%, qu'en moyenne, ils vont se trouver à la neutralité, c'est-à-dire en risque de perte du carbone. Donc là, c'est un graphique extrêmement intéressant parce que ça montre que les différents effets leviers se combinent, mais de façon additive. Hein, donc, on va pouvoir les combiner et choisir comment on les combine. Et que la pression sur la nécessité de réduire la mécanique, ce n'est pas un système on-off, comme on l'entend des fois, où on dit qu'il faut passer du conventionnel ici au semi-direct, hop, d'un seul coup. Non, on peut faire une conversion lente. On peut, comme le disait Raphaël aussi, s'arrêter quelque part en chemin, exemple les bio qui ont besoin de continuer à désherber mécaniquement. Et on va pouvoir quand même gérer avec les autres leviers le fait de séquestrer du carbone, à condition de le faire en connaissance de cause et en disposant de ce type d'informations. Alors, les apports organiques, par exemple, c'est la même chose, toujours le même graphique rapport carbone-argile. On apporte beaucoup d'engrais de ferme. Voilà. On va pouvoir rester au-dessus de zéro jusqu'à ce rapport ici, alors que si on en apporte moins, ben on va rester en dessous. Toujours une illustration du fait que ces leviers se combinent et qu'on peut gagner sur l'un et être moins exigeant sur l'un. Alors, une surprise là-dedans, et ça c'est extrêmement intéressant, les prairies temporaires. Les prairies temporaires dans la rotation, donc je ne parle pas des prairies permanentes, là, vraiment des prairies qui sont dans la rotation. Vous voyez qu'ici, on a des taux, un pourcentage de prairies temporaires dans la rotation qui va de 0, beaucoup de gens n'en ont pas, à 70%. Eh bien, il n'y a pas de relation entre l'évolution de la teneur en matière organique, pas la teneur, l'évolution. Est-ce qu'on perd ou est-ce qu'on gagne? Pas de relation entre ça et le pourcentage de prairies dans la rotation. Ce qui est surprenant à double titre. D'une part, parce qu'on imagine que ces gens-là ont de plus en plus d'élevage, peut-être, sans doute, et d'autre part, qu'il est un peu admis communément que la prairie temporaire, c'est important, ça va faire du bien au sol, ça va améliorer sa qualité, et on pense au carbone. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai autour de l'arc lémanique. Actuellement, les chiffres du Jura nous disent la même chose, pour une raison qui n'est pas une fatalité. C'est que plus les gens ont de prairies temporaires, plus ils sont durs mécaniquement sur leur sol dans la partie non prairie, et moins ils font de couverts végétaux. Autrement dit, il y a une espèce de lien implicite entre le fait d'avoir de la prairie temporaire et le fait d'appliquer une forte intensité mécanique, de ne pas faire de couverts végétaux, donc de négliger les autres leviers. Et en plus, on n'a pas trouvé de corrélation entre le retour des engrais de ferme et le pourcentage de prairie, ce qui veut dire probablement que les gens qui ont beaucoup de prairies, certes, ont du bétail, mais ont tendance à faire du biogaz ou des digestats, etc. Donc là, c'est très important parce qu'en fait, pardon, je vais rester quand même sur ce graphique, on a un effet qui n'est pas un effet label. Hein, on ne va pas mettre de la prairie et ça ira bien. Non, c'est Jekyll et Hyde. Ça peut aller bien, ça peut aller mal. Tout dépend de ce qu'on fait avec les différents leviers. Ce n'est pas en soi d'avoir de la prairie qui est bon, c'est avoir la prairie et traiter correctement les leviers, l'intensité mécanique, les couverts, etc. Alors, si on regarde le tableau d'ensemble, ici, on voit toutes ces exploitations, les apports organiques, l'intensité mécanique, les couverts négligés. Hein, ça, c'est la proportion à ne pas faire de couverts, la propension à ne pas faire de couverts. Bien évidemment, les taux élevés de séquestration de carbone sont là, c'est-à-dire faible intensité mécanique, beaucoup de couverts. Et puis, on voit qu'effectivement, si on a de l'intensité mécanique, on a tendance à ne pas faire de couverts végétaux. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement connu sur le terrain des agronomes. C'est que quand on va beaucoup travailler le sol, on va le sécher, on va retarder le moment en été, hein, après les récoltes d'été, on va retarder le moment où on peut faire des couverts végétaux et ces couverts végétaux seront faibles ou on ne les fera pas. Et donc, on a une certaine opposition systémique dans le système de culture entre le fait de vouloir appliquer une intensité mécanique et le fait de faire ces couverts végétaux qui, eux, sont les effets bénéfiques sur le sol sont les plus forts. Donc, antagonisme entre couvert et travail du sol à résoudre. Et c'est particulièrement important pour les bio, puisqu'effectivement, ils ont tendance à s'appuyer sur le travail mécanique pour gérer les adventices. Voilà. Donc, en grande culture,
pour ramasser notre mise, hein. On peut construire une vision plus complète encore, puisque là, ce que je voulais montrer, c'est sur 0,20 cm. On travaille sur le 0,30. Il faut travailler sur stock et pas seulement sur teneur. On peut parler de forme du carbone. C'est encore un autre sujet que je ne vais pas aborder ici, etc. Il y a plein de choses encore à faire. Mais enfin, séquestrer est possible. Et on arrive à séquestrer en prenant soin du sol, c'est-à-dire en utilisant les piliers de l'agriculture de conservation, dont le but n'est pas de séquestrer. Le but, c'est de restaurer la qualité du sol avec du carbone endogène. On est avec des couverts végétaux en premier lieu et à des taux très élevés. Quand la littérature se demande si on peut faire 4 pour 1000, on peut être à 40 pour 1000. Voilà. Alors, et l'agriculteur dans tout ça, alors ça, c'est un point qui est non négligeable. Les marges brutes hectares sont indépendantes des taux de séquestration. Tous ces taux de séquestration que je vous ai montrés en positif, en négatif, il n'y a pas de corrélation avec la marge brute hectare. Ce qui veut dire que séquestrer du carbone au niveau de l'agriculteur n'est pas soutenu. C'est juste compensé par certaines mesures, et si elles n'étaient pas là, ça coûterait de l'argent. Par contre, il faut dire qu'une agriculture de conservation réussie, c'est une amélioration de la condition générale, je ne le détaille pas, on pourra souvent en reparler, mais globalement, c'est reconnu par ceux qui ont réussi leur conversion. Mais la conversion elle-même est très difficile, et c'est là un point important. Alors, le bio dans tout ça, eh bien, si on reprend nos études sur le taux d'évolution du carbone organique et qu'on essaie d'expliquer d'entrer le fait d'être en bio comme facteur explicatif, eh bien, il n'est pas significatif. Parce que ce qui est significatif, c'est ce que fait l'agriculteur en bio. De nouveau, ce sont ses piliers. Est-ce qu'il restitue de l'organique? Est-ce qu'il arrive à faire des couverts? Quelle est son intensité mécanique? Et donc, tout dépend de ses pratiques et surtout de l'intensité mécanique. Et les bio ont un fil à la patte là parce qu'ils doivent traiter les adventices, les mauvaises herbes avec de la mécanique. Et donc, d'où l'importance, c'est évoqué par Raphaël, de passer de AC à ABC. C'est extrêmement moyen, important. C'est une musique d'avenir, mais il faudra s'en donner les moyens. On pourra reparler un petit peu de ça aussi. Et puis les cultures pérennes, alors ça, je ne développe pas. Tout à l'heure, Raphaël a évoqué la vigne. Vous avez des gens en arboriculture fruitière sur France. Le groupement qui s'appelle Pomme Évasion, par exemple, fait de la régénération des sols avec quand même 1000 hectares sur 15 sociétés de production en pommes et en poires depuis plus de 15 ans. Voilà. Donc ça existe et c'est un sujet important pour nous pour développer sur l'arc lémanique la régénération sur les pérennes, aussi bien le fruitier que la vigne. Et il y a une voie, et puis là aussi Raphaël y a fait allusion, hein, moi, mon grand-père était vigneron, mes grands-pères étaient vignerons, et se moquaient copieusement de tous ceux qui avaient le moins de brins d'herbe sur le sol, étant entendu que s'il y avait un brin d'herbe sur le sol, le vin ne serait pas bon. Ensuite, on a eu les vignes quand même qui sont cette fois-ci enherbées, mais aujourd'hui, on vous dit, mais non, mais si on met des couverts végétaux, etc., il y aura un problème. Oui, bah, demain, les pratiques auront évolué et des gens le font déjà, ça peut aller très vite. Et en fait, quand c'est fait, voilà, ce qui paraît impossible, c'est d'abord nier, après on dit que c'est pas possible, et ensuite, finalement, bah, tout le monde trouve ça naturel. Voilà, séquestration ou stockage, c'est quand même très important de revenir là-dessus. Attention, on est sûr de séquestrer que si le carbone est généré sur l'exploitation. Donc, les couverts végétaux, engrais verts et leurs résidus. Ne négligeons pas le bois raméal fragmenté. S'il y en a que ça intéresse, BRF, on peut en parler un petit peu. Évidemment, le retour des engrais de ferme. Mais quand on voit que les agriculteurs genevois font traverser la frontière à des camions de fumier avec leur pouvoir d'achat relativement à ceux des Français, ben on n'est pas en train de faire de la séquestration. Certes, on va avoir des augmentations superbes de teneur en matière organique des sols côté Genève, mais on a des habillés pierres pour couvrir Paul. On est dans du stockage. Alors, l'échelle d'évaluation, elle est forcément l'exploitation, pour les mêmes raisons. Hein. Si vous vous concentrez uniquement sur les parcelles qui ont gagné du carbone, bah, évidemment, vous avez intérêt à tout mettre là-dessus. C'est une logique qui doit prévaloir au niveau d'une exploitation, sinon rien. Et puis, attention, donc, à toutes les provenances de carbone qui ne sont pas endogènes, pas générées sur l'exploitation, on risque d'être dans du stockage. Et bien souvent, la question n'est pas posée. Et on est dans la pensée magique, avec les biochars, avec les composts, etc. Et puis derrière, ben, c'est pas forcément le tableau, la mariée n'est peut-être pas aussi belle que ce qu'on essaie de voir. Alors, les méthodes de pilotage par rapport à ça, comment on fait pour arriver à ça? Alors, il y a en fait deux approches qui s'opposent. Est-ce qu'on va travailler sur la qualité des sols ou est-ce qu'on va travailler sur la séquestration de carbone? Si on travaille sur la séquestration en priorité, il y a des risques associés. On va vous recommander du labour profond. Moi, je dis toujours enterrer les vieux pneus de voiture parce que ça va mettre du carbone. Hein. Les labours profonds, différentes choses qui sont proposées aujourd'hui qui font assez peur par rapport à l'avenir du sol et à leur service écosystémique. Si la qualité du sol est une priorité,
On peut pour autant avoir de forts taux de séquestration possibles, mais on va soigner les services écosystémiques des sols. Donc, on retrouve là aussi des choses qu'a introduit Raphaël. Dans quelle perspective on se situe? L'agriculture est multifonctionnelle et aujourd'hui, on ne peut plus se passer de sols qui fonctionnent au sens qualité des sols égale ils accomplissent leur fonction. Donc, pour ce qui est de la séquestration de carbone, on sait très bien, on va piloter le résultat. C'est-à-dire qu'on doit, attention à ce qui sera implémenté, mais on doit vérifier un résultat et vérifier si ça a été fait ou pas. Mais attention, ne rémunérer que la séquestration n'est absolument pas cohérent. Vous l'avez vu tout à l'heure, plus le rapport matière organique-argile est élevé, plus il est difficile de ne pas perdre du carbone et d'augmenter. Donc c'est un effort beaucoup plus grand et qui demande une énorme compétence si on veut ne serait-ce que maintenir les acquis. Et d'autre part, c'est ce rapport matière organique élevé qui garantit les services écosystémiques. Donc il y a un capital à rémunérer. Et ça, les acteurs, notamment de la chaîne de valeur agroalimentaire qui s'intéressent à ça, le comprennent très vite. Ça n'a pas de sens de ne rémunérer que la séquestration. Il faut absolument rémunérer le capital acquis, c'est-à-dire la qualité acquise. Je le livre juste comme ça, c'est quelque chose qui doit rentrer dans les réflexions et certaines organisations le font. Et évidemment, il y a des pièges. Alors, viser directement le carbone, je l'ai dit, est-ce qu'on va tout régler avec des biochars? Est-ce qu'on va tout régler avec le labour profond? Tout ça, c'est la maladie de l'homme moderne. C'est quelque chose qu'on peut appeler le complexe de Peter Pan. En psychiatrie, c'est comme ça. On refuse de grandir et on s'invente une réalité fictive. Eh bien, on est comme ça avec la recherche, on est comme ça avec l'industrie, on est comme ça avec les médias, on est comme ça dans notre réflexion individuelle. On a besoin de la solution à tous les problèmes. On n'arrive pas à introduire la pensée complexe. Et dès qu'on a quelque chose qui pourrait être une solution, mon Dieu, on met la pédale à fond là-dessus et on dit c'est ça qui va tout régler. Ça ne réglera rien. On a l'obligation de réfléchir à des systèmes complexes dans lesquels l'agriculture va assurer un nombre de services énorme. Et puis, autre piège, les certificats carbone non compatibles avec les standards du GIEC, l'IPCC, malheureusement, c'est le cas. Ou non suivis, c'est-à-dire qu'en Suisse, par exemple, on a des gens qui viennent vendre des certificats carbone sur des exploitations agricoles. C'est des certificats qui ne sont pas vendables en Suisse, mais qui sont vendus sur le marché européen. Et on ne sait pas qui a déjà pris un engagement de ce point de vue-là et qui ne l'a pas fait. Donc, quand un canton ou la confédération va vouloir avoir une politique carbone au niveau agricole, elle ne sait pas à quel territoire elle s'adresse, parce qu'on ne va pas le vendre deux fois, ce carbone. Et comme on ne suit pas ce qui se passe, eh bien, on ne sait pas à quelle vitesse fond la surface agricole suisse du point de vue de la possibilité de séquestrer du carbone. Et donc, le mirage technologique et la pensée magique infantile, qui sont le complexe de Peter Pan, ça, c'est en permanence qu'on se bat avec ça quand on est agronome. On est toujours en train de nous dire c'est quoi le problème et c'est quoi la solution. Et je vais juste montrer deux exemples, ça vous verrez un petit peu mieux, mais c'est relativement redoutable. Et puis aussi, ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est un vouloir tout de suite. Donc, on va tout mettre sur le même plan. On veut séquestrer du carbone, on veut améliorer la qualité des sols, on veut éliminer les pesticides, on veut restaurer la biodiversité, on veut améliorer le bilan de gaz à effet de serre des exploitations, tout de suite, right now. Et si on ne hiérarchise pas la stratégie pour arriver à ça, eh bien, le tout de suite ne donnera rien. Et en plus, on va se faire vendre, les marchands du temple vont arriver en vous vendant des solutions miroirs aux alouettes, la fameuse pensée magique. Voilà, alors exemple, le labour profond du sol, ça c'est un site d'une université d'Ontario. Le labour profond du sol est un moyen prometteur de compenser les émissions de gaz à effet de serre. Voilà le gros titre. En dessous, le titre est un peu plus petit. L'essai, une nouvelle méta-analyse montre que les sols des zones arides pourraient avoir de meilleurs rendements et représentent un potentiel pour la séquestration de carbone. C'est déjà plus modeste. Quand vous ouvrez tout ça, vous tombez sur une thèse qui s'est faite sur quelques parcelles où on a comparé le labour conventionnel et non pas l'agriculture de conservation au labour profond, 80 cm, et il semblerait qu'il y ait un résultat intéressant sur les sols les plus sableux. Et peut-être que, mais c'est une comparaison sur 3 ans, et peut-être donc que ce serait mieux que le conventionnel, et donc du coup, peut-être que ça marcherait. On ne se pose aucune question sur la qualité de ce sol à la sortie, et ce qu'il va subir du point de vue de l'ensemble de ses fonctions, comment il va résister à l'érosion, etc. Voilà. Donc vous avez des titres comme ça qui font la une des journaux. Et quand vous creusez derrière, comme chercheur, vous prenez peur. En face de ça, vous avez beaucoup de chercheurs qui prennent position en disant attention, il faut travailler sur la qualité du sol et le carbone organique sera un bénéfice collatéral.
Mais évidemment, ça dépend de ce qu'on arrive à faire. C'est-à-dire qu'entre une publication qui vous dit on ne peut pas gagner de carbone et des observations de terrain qui montrent qu'on en gagne, forcément, les espoirs placés dans ces méthodes ne sont pas les mêmes. Et là, moi, j'ai tendance à reprendre ce dessin de presse très souvent quand on discute avec des gens, des décideurs et la chaîne de valeur. On est dans cette situation, hein, les réponses simples mais mauvaises, complexes mais justes. Voilà, on a un peu le troupeau qui part à gauche et il faut se gendarmer, tout un chacun, pour être sûr qu'on va bien prendre le bon chemin. Et c'est le cas en agronomie et en agriculture. Alors, les pièges, c'est aussi donc, le mirage de la technologie du big data. Beaucoup de sociétés, alors j'ai rien contre elles, certaines je travaille avec, comme Greenback, ou, voilà, sont là, et en gros, vous vendent des magnifiques services de mesure, de technologie de mesure, et grâce à ça, tout va être résolu. Alors, c'est des mesures qui peuvent être extrêmement utiles, mais on ne va rien résoudre. Le summum, c'est par exemple ici la FAO qui vous dit innovation pour comprendre les sols, et le sous-titre, c'est comment un progrès dans l'analyse des sols va changer notre système alimentaire pour le meilleur. Et c'est une analyse infrarouge qu'on sait faire depuis une trentaine d'années au moins. Et en quoi est-ce qu'une analyse différente va nous changer notre système alimentaire? On est vraiment, et c'est la FAO dont je respecte éminemment le travail, mais voyez à quel point les collectifs ici de scientifiques et d'ingénieurs peuvent être fascinés par une technologie au point de penser que ça va changer un système alimentaire. Voilà. Et donc, derrière ça, on s'éloigne des acteurs. On a fait tout un travail, par exemple, ici à EPIA, pour montrer qu'on pouvait très bien, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est appuyé pour tous les résultats que je vous ai montrés, évaluer le potentiel de séquestration avec le travail fait par les agriculteurs directement, qui n'avaient pas besoin de spécialistes sur le terrain, avec des capteurs ou des Airbus avec des capteurs embarqués pour faire ça. Voilà. Derrière, il y a un problème de politique agro-environnementale. Comment on change le paradigme? Et de ce point de vue-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut travailler maintenant avec des systèmes qui sont orientés résultats. Il faut savoir que toutes les mesures agro-environnementales, elles sont nées non pas de volonté de protéger l'environnement, mais plutôt de volonté de protéger l'économie agricole des mesures du GATT, etc., des accords internationaux. Et donc, on a rajouté ces petits plugins, hein, ces petits patchs environnementaux sur les subventions agricoles pour contourner en fait la déréglementation des protections des systèmes nationaux. Voilà. Et donc, c'était les obligations de moyens. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. La liste s'est allongée copieusement au cours du temps. Et le jour où on s'est préoccupé de l'état des sols, là on passe au XXIe siècle, hein, on s'est aperçu que ces politiques agro-environnementales, en Suisse comme dans les autres pays d'Europe, etc., ont très mal fonctionné. Certaines, oui, mais globalement, l'efficacité est très mauvaise. Il se trouve qu'en parallèle, et notamment en Suisse, il y a eu beaucoup de tests sur des méthodes orientées résultats. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va s'appuyer sur les résultats obtenus pour distribuer des subventions. Et puis ça, donc, ça a pas mal d'avantages qui sont très bien étudiés dans ce papier dont je vous montre ici le titre. Il y a une vraie synthèse de ce qui est des expériences acquises dans le domaine. On voit que ce sont des approches qui sont ni normatives ni dogmatiques. On voit très bien dans les résultats que je vous ai montrés que ce n'est pas la peine de demander aux gens de déclarer qu'ils sont en agriculture de conservation, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est à quel point utilisent-ils intelligemment les différents piliers et ils peuvent les combiner comme ils veulent. Donc attention, pas de normes, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de label. On est dans une agriculture qui innove en permanence et où les agriculteurs innovent et vont inventer sans arrêt de nouvelles choses. Un label vous dit vous êtes in ou out, et puis vont pouvoir combiner comme ils le veulent les différents moyens d'obtenir un résultat. Là, si vous mettez un label là-dessus, vous allez tout figer. Pas de normatisme, pas de normativité. Et puis, ici, on est dans une situation où l'agriculteur va développer un auto-apprentissage et avoir un effet levier et sur la durée, avec, et ça c'est un point que les agriculteurs relèvent énormément, une acceptabilité sociale et un soutien sociétal vis-à-vis de l'agriculture qui est cette fois-ci bien meilleur qu'avec les subventions. On entend souvent des poncifs, ah ouais, mais tout ce qu'on donne à l'agriculture, etc. Non, on ne donne pas tant que ça, mais c'est mal perçu, alors que là, ici, on rémunère effectivement un service rendu. Ça, c'est un point très fort. Voilà. Et pour ça, ça suppose d'avoir des indicateurs appropriés. Je ne vais pas développer, mais on les a aujourd'hui. Ce travail a été fait. Voilà. Au niveau de la chaîne de valeur, hein, je vais finir avec ça pour ne pas faire trop long, mais ça, c'est extrêmement important. On voit que la chaîne de valeur, mais elle prend conscience des problèmes. Si vous prenez une industrie comme Nestlé, c'est assez simple, 60% de leur bilan carbone provient de leurs approvisionnements agricoles. Donc, s'ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes de bilan carbone au niveau de leurs approvisionnements, ils ne résoudront pas leurs problèmes de bilan carbone. Voilà. Et ça, ils l'ont compris, mais en face, ça fait émerger aussi un énorme besoin de formation sur les sols et l'agriculture. Ce sont des choses qui ne sont pas connues et qui, évidemment, vont favoriser
le piège de c'est quoi le problème et c'est quoi la solution. On va pouvoir leur vendre de la pensée magique et on les met en garde contre ça. Il y a besoin d'une feuille de route robuste et hiérarchisée pour aller vers un progrès sur la qualité des sols, sur le carbone, et derrière un progrès sur les pesticides, un progrès sur la biodiversité. Donc attention aux solutions simples, pour les gens qui sont en politique aussi, pour les décideurs. La solution simple, on tombe toujours dans le piège. Le label qui fige l'innovation, je vous dis, c'est pas la situation actuelle. On est dans une invention permanente des agriculteurs. J'ai évoqué l'agriculture biologique de conservation. Elle est à créer, elle est en train d'être créée par les agriculteurs. Donc, c'est pas le moment d'aller graver les choses dans le marbre. Mais attention à aussi couper la question des pesticides, ni comme un patch brutal en disant on n'en veut plus, ni comme un permis de traiter indéfiniment. On faut s'inscrire dans des contrats de progrès. Et ces contrats de progrès, on pourra toujours en reparler, techniquement, on peut les formuler. Et techniquement, on sait aussi que si on est trop brutal, on risque de bloquer beaucoup de choses. Voilà. Donc, de nouveau, les réponses simples et fausses, vaut mieux essayer de les oublier. Et ça bouge, il y a des initiatives aussi bien publiques que privées qui sont très intéressantes. Alors, par exemple, tout ce qui est Soil Health and Food au niveau de la mission européenne, qui vient de sortir des programmes et qui en prépare d'autres sur ce qu'ils appellent les Living Labs, c'est-à-dire les groupements d'agriculteurs qui sont pionniers. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on va demander à la recherche de suivre ces groupements d'agriculteurs pionniers. Et ça va permettre, à mon avis, de changer les états d'esprit. Et puis, globalement, une orientation très forte liée aussi au Green Deal européen sur justement la santé et la qualité du sol derrière l'alimentation. Donc, il y a un changement de mentalité qui est très important. Et vous avez aussi, je vous ai cité ici une fondation qui est à Nyon, Earthworm, la fondation Earthworm, qui travaille avec la chaîne de valeur, ou une autre façon de le faire pour une agriculture du vivant, là aussi, qui va définir un indice de régénération des sols qui peut être pratiqué au niveau de l'exploitation agricole, mais aussi au niveau de la chaîne de valeur. Et par exemple, ces deux organisations sont en train d'entraîner des entreprises, et de longues listes d'entreprises, j'en ai mis quelques-unes là, aussi bien des distributeurs que de l'agro-industrie, que des coopératives, etc., rentrent dans un soutien financier à la régénération des sols à travers ces indices, ces indicateurs, et de façon à compenser l'effort de l'agriculteur. C'est aussi une prise de conscience du fait que leur propre carnet de commandes a un impact énorme sur la qualité des sols. Tout à l'heure, Raphaël a donné l'exemple des 2 sucreries suisses. Voilà. Vous prenez aussi une usine mousseline, comme il y en a une dans le nord de la France. Eh bien, l'usine mousseline dans le nord de la France fait évidemment de la purée, ce qui veut dire que vous avez des pommes de terre, beaucoup trop de pommes de terre dans les rotations, dans l'ensemble de ce secteur autour. Aujourd'hui, c'est une mousseline, c'est Nestlé. Nestlé vous dit, on ne le referait plus parce qu'on a massacré les sols autour du fait qu'on a créé cette grosse usine. Et donc, les questions vont très loin. Voilà. Et il y a quelques fausses bonnes questions, mais je ne veux pas faire trop long. Est-ce que c'est réversible, cette séquestration? Vous voyez toujours arriver cette question au niveau des sols, parce que bien entendu, si on ferme un puits de pétrole ou une mine, on ne la rouvrira pas. Le conflit entre agriculture de conservation et agriculture biologique, avec ou sans label, la réponse, c'est l'ABC qui se développe, et ça, c'est vraiment l'avenir. Se concentrer sur des moyennes. En moyenne, en agriculture de conservation, on met beaucoup de glyphosate. En moyenne, on fait ci, on fait ça. Attention. En fait, ces moyennes, elles ne veulent rien dire du tout parce que ce sont des missiles, ce sont des pionniers qui développent. Et ce qui est intéressant, c'est de suivre ces pionniers, de faire en sorte qu'ils puissent fournir les modèles et qu'ensuite l'agriculture suive. Voilà. Donc, se méfier de ces moyennes et de ces grands poncifs qu'on sort avec des moyennes. Se méfier aussi du déclaratif. Déclaratif et moyenne ne valent rien. Être en agriculture de conservation et perdre du carbone chaque année, c'est possible. Il suffit de très mal appliquer les piliers. Voilà. Et donc, développer des labels, pour moi, en agriculture de conservation, ce n'est pas une bonne idée. Le savoir est en pleine évolution. On ne veut pas faire du normatif, on ne veut pas faire du déclaratif. Donc, il faut s'appuyer sur des résultats. Voilà. Et puis, j'en arrête là. Je remercie évidemment tous nos élèves qui ont travaillé sur ces sujets, parce qu'il y en a beaucoup derrière. Les agriculteurs avec qui on a travaillé un peu partout, là aussi, c'est extrêmement précieux. C'est Living Labs. Maintenant, c'est On Farm qu'on va découvrir ce qu'il faut faire demain. Et puis, entre autres, toute notre équipe, parce qu'il y a beaucoup de monde, je n'ai pas pu mettre tout le monde là. Voilà. Et je vous remercie pour votre patience. Alors, merci beaucoup, Pascal. Tu nous as tenus en haleine. Oui, tu nous offres ici une présentation extrêmement complète sur le sujet, mais je crois plutôt corsée pour la plupart de nos collègues. Et moi, je propose vraiment là de ne pas hésiter à poser des questions qui sont apparues pour bien comprendre l'entier de cette complexité de la séquestration du carbone.
Oui, alors il y avait une première question de David Pittet qui demandait si vous pouviez rapidement expliquer à quoi correspondent exactement ces couverts végétaux qui ont une importance fondamentale dans l'agriculture de conservation. Oui, alors il s'agit de rajouter ce qu'on appelle des intercultures au départ. C'est-à-dire que par exemple, vous récoltez un blé fin juin, début juillet, et puis vous allez implanter peut-être en octobre la culture suivante. Au lieu de laisser le sol nu entre deux, voire de l'avoir travaillé, labouré et donc séché, vous allez implanter un ensemble de plantes, un mélange dans lequel il y a des légumineuses qui vont rapporter de l'azote, dans lequel il y a différentes autres plantes qu'on va choisir. On va choisir ce mélange en fonction de ce qu'on veut obtenir. Et vous allez faire en sorte qu'il y ait un maximum de biomasse. Et si c'est un couvert végétal engrais vert, vous allez le détruire, par exemple mécaniquement, mais il va rester. Ça peut être le froid aussi qui le détruit, s'il y a un hiver entre les deux, mais il va rester sur le terrain. Et donc, c'est une biomasse de 5, 10, 12 tonnes de matière sèche hectare qui va rester là, qui va nourrir la biologie du sol et qui va faire de l'humus. En gros, c'est ça. Et alors, à partir de là, c'est développer toutes sortes de solutions qui ont été développées par les agriculteurs pour les intercultures courtes, pour les intercultures longues. Lorsque c'est plus possible, on commence à passer maintenant à des couverts semi-permanents ou permanents, à des couverts associés, c'est-à-dire qu'on a des plantes compagnes de la culture principale. Et puis, je m'arrête là parce que chez les plus inventifs, on ne sait même plus qu'est-ce qui est culture et qu'est-ce qui est couvert. Tout est mélangé tout le temps. Frédéric Thomas, qui rentre dans une parcelle, on l'a vu une fois en photo, c'est un des leaders de l'agriculture de conservation en France, il rentre dans sa parcelle, il dit finalement, ce sera une parcelle de sarrasin. Au départ, il a mis de l'orge, il a mis du sarrasin, il a mis voilà. Ça, c'est vraiment des artistes, mais c'est des artistes qui tiennent sur leurs deux pieds, qui font énormément progresser. Ce qui fait que quand vous allez chez eux cette année, si vous retournez 4 ans plus tard, vous allez parler de ce que vous aviez vu 4 ans avant, et ils vont vous dire, mais non, mais ça, c'est du passé. On est beaucoup plus loin maintenant. Voilà. Donc, c'est la base, c'est de toujours couvrir le sol avec des cultures non récoltées. Après, il y a une difficulté dans les zones où il y a beaucoup d'élevage, ces couverts vont être fourragés et n'ont plus du tout la même efficacité parce qu'on ne laisse pas toute la matière au sol. Donc, engrais vert, couvert engrais vert, c'est vraiment la matière est laissée au sol, elle nourrit le sol. Ça choque les industriels et vous disent quoi, mais vous avez gaspillé de la semence. Quoi. Mais quand vous mettez de l'azote minéral, vous avez aussi gaspillé de l'argent alors. En effet, et vous mentionniez aussi la possibilité de recourir au bois raméal fragmenté. Oui. Alors, bois raméal fragmenté, c'est un usage qui est beaucoup moins fréquent en Suisse. Alors, il s'agit en fait de la taille des haies, enfin des petites branches. Ça peut être pour de l'entretien, etc. Vous allez récupérer en gros typiquement des bois qui font moins de 2 cm de diamètre. Ils vont être coupés en petits morceaux, compostés ou pas, et remis sur la parcelle. Alors, ça peut poser des problèmes spécifiques de gestion. On ne peut pas le mettre n'importe quand, n'importe comment, mais c'est une technique qui s'est quand même pas mal développée, qui est très proche, enfin très compatible avec tout ce qui est agroforesterie, avec bocage, etc., qui offre par ailleurs d'autres avantages, une belle complémentarité. Et on a fait un travail sur le Jura, sur plusieurs exploitations, où on a évalué le coût de la tonne d'humus dans le sol provenant d'une production de bois raméal fragmenté ou provenant d'un achat de fumier. C'est le même coût. Ça veut dire que s'équiper, planter des haies, s'équiper, les tailler, etc., ne va pas revenir plus cher que d'acheter du fumier. Voilà. Or là, avec le bois raméal fragmenté, on est sur du carbone endogène. C'est de la photosynthèse qui s'est faite sur l'exploitation. Voilà. Donc ce genre de solution, c'est jamais du prêt-à-porter. Il faut toujours les adapter à l'exploitation, etc. Mais ce genre de solution offre en fait de très très belles possibilités qui sont des possibilités multifacettes. De nouveau, c'est un couteau suisse parce que vous avez des haies, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Ça a plein d'avantages. Je vous remercie pour cette réponse très complète. Il y avait une question qu'Aurélien Demoret voulait vous poser. Oui, merci. Bon, déjà, remercier nos deux orateurs. J'ai trouvé assez incroyable la qualité, et vraiment la qualité de vos interventions. Donc déjà, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la conclusion. Beaucoup aimé. Je trouve que ça pose des questions, la conclusion sur la question des labels. Et puis, on a l'impression que notamment le label bio a été phagocyté par la grande distribution et finalement, voilà, il y a un abus sur les prix, il y a un abus sur des fois des questions environnementales, coûts de transport, etc. Et là, on arrive à une solution. Comment est-ce que le consommateur, au final, comment est-ce que
nous, en tant que simples consommateurs, on peut demander à manger de la nourriture qui vient, par exemple, de l'agriculture de conservation ou de choses comme ça, s'il n'y a pas de label. Donc, d'un côté, c'est un peu paradoxal où le label donne une certaine garantie, certitude au consommateur qui sait plus ou moins que ça a été fait selon certaines normes qui sont strictes, comme vous avez dit. Par contre, avec ce côté artiste que vous décriviez des agriculteurs, finalement, ça ne va jamais pouvoir être labellisé. Voilà, c'est un peu cette... Alors, oui, tout à fait, je vois bien. Alors, c'est le gros sujet de débat pour les professionnels qui sont dans ces modes de production. Et il y a des choix qui ont été faits, donc en gros, qui sont ceux-là. Il y a quand même, par exemple, l'APAD en France, qui est une des deux organisations qui fait de l'agriculture, qui réunit les agriculteurs en agriculture de conservation en France, a envie de faire un label. Bon. Les autres disent non, en fait, surtout pas ça. Donc, c'est un débat. Hein. Mais le débat s'oriente vers la solution suivante. J'ai présenté rapidement Earthworm ou pour une agriculture du vivant, par exemple. Pour une agriculture de vivant, s'intéresse plus à impliquer l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris le consommateur. Et il y a actuellement une expérience où Lidl commence à commercialiser, alors ça c'est avec Earthworm, mais s'ils ont des stratégies assez semblables, commence à commercialiser de la pomme de terre qui n'est pas ronde et qui n'est pas spécialement bien lavée. Pourquoi? Parce que quand vous achetez de la pomme de terre toute propre en forme d'œuf, vous avez décidé de dégrader le sol. S'il y a de la matière organique, il y a des taches. S'il y a un sol bien structuré qui en a pas réduit en poudre, eh bien, elle n'est pas ronde. Voilà. Donc, à chaque fois que vous achetez une pomme de terre en forme d'œuf bien propre, bien régulière, en fait, vous savez pas, mais vous avez contribué à dégrader les sols, pour dire des choses qui sont un peu simplifiées, mais pas si fausses. Bien. Donc ça, prenons acte de ça. Ils travaillent sur la chaîne de valeur. Et ce qu'ils ont fait, c'est un indice de régénération. Et c'est une charte. C'est pas un label, c'est une charte. C'est juste la différence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils commencent à communiquer là-dessus et ils commencent à donner, pour Earthworm, par exemple, un indicateur comme vous savez, l'indicateur sur les frigos de catégorie énergétique ou pour les voitures. Voilà, alors ils s'orientent plutôt vers des solutions comme ça pour Earthworm, pour une agriculture de vivance, c'est plutôt une charte. Cette charte, elle donne un indice de régénération aux exploitations et c'est une cible mobile. C'est la grosse différence avec un label, c'est une cible mobile. C'est-à-dire que pour une région donnée où il est extrêmement difficile de couvrir son sol systématiquement, ça ne va pas être fait tout de suite, mais ça va venir. Et puis au fur et à mesure, les standards qui font la charte vont éventuellement devenir plus exigeants. Par exemple, sur les pesticides, il y a déjà des choses, puis ils sont basés sur des indices qu'on appelle les IFT en France, et puis ces IFT, il faudra dépasser les plafonds, quoi. Enfin, dans le sens. Voilà. Donc, c'est plutôt l'idée d'avoir quelque chose de mobile qui est une charte, et c'est vrai que pour le consommateur, c'est moins visible, et en même temps, la chaîne de valeur, elle s'y reconnaît bien. Le bio se prête particulièrement au label, dans la façon de monter, mais Raphaël répondra mieux que moi sur un certain nombre de questions là-dessus, parce qu'il y a un résultat que le consommateur va rechercher, c'est « je ne veux pas de pesticides dans mon assiette ». Et ça, le bio vous apporte ça, et c'est extrêmement important pour le consommateur, et ça se comprend. Et donc, ça a vraiment un intérêt direct. Ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure, Raphaël, c'est la position du consommateur est différente par rapport à ces labels existants que par rapport à l'agriculture de conservation qui demande finalement une complicité de l'ensemble de la chaîne de valeur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Raphaël... Oui, j'interviens volontiers là-dessus. Si on regarde l'évolution de l'agriculture de conservation et de l'agriculture bio, il y a un lien très, très intéressant, qui correspond à notre contexte. C'est que je suis issu de l'agriculture de conservation. J'ai travaillé pendant 10 ans en changeant dans l'agriculture de conservation et je suis passé en bio ensuite. Claude-Alain Gebhardt était dans l'agriculture de conservation, il est passé en bio ensuite. Et il y a de nombreux exemples qui montrent qu'en fait, l'agriculture de conservation, qui concerne quelques éléments très techniques et très précis d'un système complexe qui est l'agriculture, en fait, c'est une voie de cheminement vers l'écologisation. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve particulièrement intéressant en agriculture de conservation, c'est que les gens, ils décident à un moment ou à un autre de conserver leur sol, donc ils réduisent le travail du sol, ils commencent à occuper les intercultures à faire du couvert végétal permanent, c'est-à-dire qu'il y a toujours du vivant sur le sol. Et puis, ils réduisent les engrais, ils réduisent les fongicides, ils réduisent tout. Et il y a un jour qui est extraordinaire, c'est le jour où ils se disent, si j'enlève le glyphosate, je passe en bio. Et ça a été une démonstration assez claire dans bon nombre de contextes européens où les agriculteurs, en fait, ils sont dans un cheminement où ils réduisent un certain nombre d'intrants, où ils voient que ça pose problème
pour leur évolution. Et il y a un ou deux écueils où tout à coup, ils passent à l'étape suivante. Et certains, alors ça leur fait mal, mais en fait, ils abandonnent le glyphosate et puis ils ressortent un peu de travail du sol. Ça, c'est un élément que je voulais dire parce que finalement, ça montre qu'on est dans des processus, qu'on a différentes voies. Et là où on doit faire attention par rapport à l'agriculture de conservation, dont je suis un adepte, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt, c'est qu'elle ne peut pas tout faire. Les gens qui sont en agriculture de conservation ne produisent pas de pommes de terre, ils ne produisent pas de viande, parce que pour détruire leurs prairies, ils doivent sortir une machine pour travailler le sol. Et finalement, l'agriculture de conservation c'est une réponse à un système de culture qui correspond généralement à des productions céréalières ou de production de graines. Parce que ça, c'est faisable sans travailler le sol. Et c'est un modèle qui appartient à des grands systèmes de culture des grandes plaines. Maintenant, on en a fait une adaptation en Europe, mais les plus grandes surfaces, effectivement, en agriculture de conservation sont des régions où on n'a pas certaines productions. Alors, c'est complémentaire, c'est important, c'est intéressant. C'est pour ça que je ne le poserai pas. Puis juste là, un petit truc par rapport au bio. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils sont faits, les bio, le label Bourgeon se fait phagocyter gentiment par la COP, parce que la COP a vu un intérêt, mais elle a aussi permis l'émergence d'une agriculture biologique, parce que finalement, elle a poussé en avant ce label. Ce qui est intéressant dans le label bio, c'est qu'il appartient aux paysans. Donc, en fait, toutes les décisions par rapport à ce qu'il y a derrière le bourgeon, c'est pris dans une assemblée des délégués, où c'est les agriculteurs qui lèvent la main dans une Landsgemeinde pour décider, par exemple, d'arrêter de tuer les frères Koch, puisque ça, c'est une décision toute récente qui a été prise par les paysans bio eux-mêmes contre des principes économiques. Ils ont décidé d'arrêter de tuer les frères Koch parce que ça ne se fait, parce que c'est une volonté de progresser, ou ils ont interdit l'importation de fourrage pour nourrir les vaches, et dorénavant, il n'y a plus d'importation de fourrage. Donc, c'est une Landsgemeinde qui essaye de faire le lien avec la grosse distribution, la grande distribution. C'est un peu paradoxal, mais c'est assez intéressant à analyser. Voilà. Peut-être juste un petit complément, parce que justement, on voit bien, à travers ce que vient d'expliquer Raphaël, tout à l'heure aussi, tu évoquais le fait que Suisse Nautil avait demandé que les bio puissent figurer au congrès sur l'agriculture de conservation, alors que, par exemple, dans l'Amérique du Nord, on va marquer une séparation. C'est justement cette tendance à vouloir labelliser. L'agriculture de conservation, c'est une invention permanente. Donc, il y a des gens qui ont élevage et qui ont l'agriculture de conservation, mais oui, s'ils veulent détruire leur prairie et qu'ils ne veulent pas le faire avec un paquet de glyphosate, ils vont sortir la charrue. C'est ce qu'on voit effectivement avec les études plus récentes. Il y a 15 ans, vous auriez dit, ah non, c'est la charrue, c'est une catastrophe, c'est une horreur, c'est le diable. Aujourd'hui, on voit qu'on peut le faire. C'est une question d'intensité sur les leviers. Il faut faire attention. Voilà. Donc, soit on tombe dans une pensée label, puis on dit, bah, ça c'est dedans, ça c'est dehors. Soit on est dans une pensée dynamique, ces systèmes en pleine évolution. Et puis, effectivement, bah, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on constate que les pionniers qui sont là, de nouveau, l'agriculture de conservation, vous avez des gens, notamment sur d'autres continents, qui l'appliquent de façon dogmatique et finalement très mécanique. Hein. Donc, beaucoup de glyphosate, etc. Bah, d'ailleurs, ceux qui produisent des OGM, bon, aussi vous dire que finalement, ils sont pour l'agriculture de conservation grâce à ça, qui est un non-sens, parce que si on regarde les piliers qu'ils appliquent dans la pampa argentine ou dans l'Amérique du Nord, ce n'est pas le cas. Mais par ailleurs, vous avez les pionniers en agriculture de conservation, ce que explique Raphaël, c'est des gens qui vont petit à petit réduire la pression, petit à petit tomber complètement fous de joie de voir toute la biodiversité qui revient parce qu'ils ont diversifié leur rotation, parce qu'ils ont découvert, etc. Et finalement, ça les met sur un chemin, c'est clair. Et ce chemin, les plus ambitieux vous disent plus de pesticides, plus d'intrants, etc. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont difficiles à résoudre, et notamment l'abandon du glyphosate. Alors, insecticides, fongicides, pas mal de gens ont réussi à s'en passer. Ça ne dépend pas sur toutes les cultures. Sur le glyphosate, c'est un petit peu spécial. Beaucoup vous disent, ah non, mais si on me retire le bidon de glyphosate, je n'ai plus mon volant de sécurité, j'ose pas. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de seuils comme ça qui sont à franchir. Et puis, effectivement, beaucoup de gens qui ont restauré leur sol grâce à l'agriculture de conservation disent à un moment donné, bon, allez, je passe en bio. Et ils vont le faire d'autant mieux qu'effectivement, ils ont restauré leur sol. Ah oui, exact. Merci beaucoup pour vos réponses. Moi, je souhaiterais revenir sur
l'importance des ruminants. Hein. On a parlé de système, on a fait le lien avec la séquestration du carbone. Et puis, je crois qu'il y a une question, là, passer du lait à la viande, etc., tout à l'heure. Et j'aimerais reprendre ce thème parce qu'il me paraît assez intéressant. Donc, les ruminants, qui sont des bovins, des chèvres, hein, des moutons chez nous, essentiellement, ils font du lait, de la viande, et ils font aussi du fumier. Ça, c'est intéressant pour la séquestration du carbone dans les sols. Et puis, disons, en Suisse, dans notre pédoclimat au 46e parallèle nord, et c'est à peu près la même chose partout au 46e parallèle nord, on a beaucoup de prairies et très peu de terres cultivables. Chez nous en Suisse, c'est les 3/4 de notre surface agricole, c'est-à-dire 750 000 hectares sur 1 million d'hectares, qui sont des prairies obligatoires à cause de l'altitude et de la pente. Donc, ces ruminants, les bovins en plaine, parce qu'ils sont les plus efficaces, il y a beaucoup de fourrage, mais les chèvres et les moutons en montagne, ils nous fournissent de la nourriture en convertissant la ressource herbe en protéines de haute qualité que sont le lait, la viande et des produits dérivés. Et puis, ils font aussi justement la séquestration du carbone avec leur fumier et en permettant finalement de faire pousser la prairie, mais ils ont l'inconvénient, à cause de leur digestion compliquée, d'émettre beaucoup de méthane, qui lui est un gaz à effet de serre. Alors la question que j'aimerais soulever, compte tenu de leur importance finalement pour maintenir une production alimentaire dans nos conditions, est-ce que ces ruminants arrivent à compenser par la fixation du carbone dans les prairies et la production de leur fumier, est-ce qu'ils arrivent à compenser les effets négatifs de leur émission de méthane dans nos conditions suisses? Alors, je m'adresse peut-être plutôt à Pascal, mais Raphaël a certainement une idée aussi là-dessus. Pas forcément plus moi, mais moi, je voudrais donner quelques éléments, et puis je pense que Raphaël viendra tout de suite avec les autres. Je ne veux pas tout donner comme élément. Premièrement, on ne peut pas faire de réponse toute faite. Entre de l'élevage intensif sur des sites qui n'auraient pas dû servir à ça, et puis de l'élevage sur des zones de prairies qui sont maintenues, qui sont entretenues grâce à ça, on a des choses complètement différentes. Deuxièmement, on ne peut pas dire qu'ils contribuent à séquestrer du carbone. Tout dépend comment c'est conduit. Vous avez des prairies qui sont en extrêmement mauvais état. On a tendance à penser que la prairie permanente, c'est le témoin du sol en bon état. C'est pas vrai. Beaucoup sont beaucoup trop matraqués, beaucoup trop compactés, etc. Donc, et ça, c'est vrai dans tous les pays d'Europe. Donc, de nouveau, attention on va tomber dans des schémas comme ça qui deviennent faux. C'est qu'est-ce qu'on fait sur ces sols et avec la prairie permanente, c'est encore vrai. Alors, le retour d'engrais de ferme, oui, c'est extrêmement important, mais derrière, il y a aussi un composant très important, c'est l'azote. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'azote sur les exploitations et qui va se passer dans une économie d'exploitation en termes d'économie de l'azote entre des parties qui sont pâturées avec des prairies permanentes ou temporaires, etc. et le retour d'engrais de ferme. Donc, ça va être très variable. Il y a un entretien du paysage et un entretien des services à rendre sur un certain nombre de terres. Donc, on a différentes composantes qui sont essentielles à un équilibre de l'agriculture, mais qui, prises une à une, peuvent dysfonctionner et être conduites dans des pratiques qui finalement ne sont pas bonnes. Donc, personnellement, j'ai tendance à réagir aussi bien sur la prairie temporaire que sur la prairie permanente, qu'on voit sortir beaucoup dans les discussions comme étant quelque chose de vertueux. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Jekyll et Hyde. Ça peut être vachement bien, comme ça peut être mauvais. Et c'est comment c'est conduit, en fait. C'est là où il faut faire très attention. Voilà. Alors, à partir de là, le méthane qui est émis par des ruminants, s'ils ont consommé de l'herbe, c'est que c'était du méthane qui avait été séquestré de l'atmosphère. Voilà. Donc après, il y a toutes sortes de choses qu'on peut calculer. Il faut faire un petit peu attention, puisque là aussi, selon les situations, vous allez avoir des chiffres qui sont globalisés. J'ai des amis qui travaillent sur les ruminants nomades en Afrique au Sahara et qui sont scandalisés parce que le GIEC les pointe du doigt en leur appliquant l'émission de méthane moyenne des bovins de l'agro-industrie. Voilà. Donc, il faut faire attention à tous ces chiffres, y regarder de près. Je ne suis pas sûr qu'on ait des réponses qui tiennent complètement la route. Mais encore une fois, c'est une composante absolument essentielle
de l'entretien des paysages, des systèmes de culture, condition, là aussi, de regarder qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a matraqué ou est-ce qu'on l'a conduit de façon harmonieuse. Raphaël, tu as un commentaire sur cette question intéressante? Oui, À bon, Bovin. effectivement, on pourrait demander à Seb de nous faire un petit éco-bilan, une analyse de cycle de vie de tout ça pour pondérer. Et ça s'est fait, hein, ce genre de questions est assez récurrente. C'est finalement qu'est-ce qu'on fait avec notre production animale, sachant qu'on doit remplacer des fourrages qu'on pourrait manger par des fourrages qu'on ne peut pas manger. Et si on reprend le fonctionnement des systèmes, le bovin est un animal qui valorise effectivement des herbages, alors que le porc et la poule valorisent des déchets. Et l'enjeu, il est probablement plus dans cette direction. Le bovin a sa place et les travaux de mes collègues qui visent justement à comparer à l'horizon 2050 quelle est l'évolution à l'échelle mondiale, hein, c'est des grands modèles qui sont proposés à l'échelle mondiale, quelle est l'évolution des ruminants. Les ruminants restent un élément d'entretien du paysage, de valorisation de certaines surfaces important. Et on peut très bien conserver une part importante de ruminants dans notre système. Par contre, la réduction elle est considérable au niveau de la volaille et des porcs, et c'est là en fait qu'il y a une révolution. C'est un facteur, il faut diminuer de 10 fois en fait les populations de porcs et un peu moins de poulets. Par contre, les bovins, à l'horizon 2050, ça resterait à peu près égal dans les scénarios les plus favorables, mais simplement il faut changer leur alimentation, et c'est ce qui est en train de se passer en Suisse, où on commence à bannir l'utilisation de certains concentrés à base de soja, à base de luzerne importée pour l'alimentation des ruminants, puis on concentre en fait leur affouragement avec des prairies, quoi, parce que les vaches, elles mangent de l'herbe. Donc, je pense que c'est dans cette perspective qu'on veut travailler, et les travaux donc sont faits également au niveau de l'impact sur l'environnement, en particulier les gaz à effet de serre. Donc, on peut garder ces ruminants, je te rassure. Ouais, et puis, je redis l'azote. Hein, donc, si on a un système au niveau de l'exploitation, il y a une part d'herbage, qu'on a des engrais de ferme qui ramènent de l'azote sur des parties en terre ouverte, ben, c'est extrêmement important. Le prix de l'azote, il a triplé cette année. L'azote, il est produit à partir de gaz naturel, d'électricité. Voilà, on sait très bien qu'on va arriver à un goulet d'étranglement énorme sur l'azote, qui est un facteur considérable d'élaboration des rendements sur les céréales. Donc là, l'économie de l'azote va devenir un point clé dans des systèmes d'exploitation mixtes avec une bonne harmonie de gestion de prairies qui n'ont pas de vocation autre. Ben, on a une belle clé pour régler le problème de l'azote. Certes. Oui, en fait, il y avait encore une question pour Raphaël, mais qui se situait plutôt dans le prolongement de ton intervention sur les agriculteurs qui se convertissent au bio. C'était une question de Tobias Simobersteck qui te demandait, dans le Lavaux, sur 160 vigneronnes et vignerons, seuls 8 sont bio. Et semblerait-il que tous disent que c'est extrêmement difficile de faire la transition. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que la viticulture, c'est quelque chose de particulier? C'est une bonne question. Je ne suis pas spécifiquement actif en vitis, mais il y a quand même des réponses. D'abord, de pouvoir passer en bio, c'est très exigeant. Il ne suffit pas de remplacer un produit de synthèse par un produit naturel. Il y a tout un contexte qui est difficile à appréhender. Donc, on n'est pas forcément dans la substitution. Il faut pouvoir modifier beaucoup de choses. C'est des vignes qui sont en terrasse, c'est des petites surfaces. Et le désherbage est un travail pénible. Et notamment l'utilisation d'herbicides et de glyphosate ou d'autres herbicides facilite grandement le travail et surtout rend les choses économiquement viables. Donc, un des verrous principaux pour la reconversion en bio en viti, ce sont les vignes en terrasse. Si on regarde en Valais, on a la même image. Il y a des gens qui ont des magnifiques domaines, ils ont simplement une ou deux terrasses auxquelles ils tiennent, et ils ne passent pas en bio à cause de ces quelques terrasses. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé des solutions dans ces terrasses, par rapport au désherbage, il y a une contrainte économique majeure.
Après, au niveau des maladies, ça le fait assez bien. On a des possibilités de s'améliorer. Bon, on a vécu l'année passée une année très, très difficile au niveau de la pression du mildiou. Se posera la question si l'hélicoptère et des dérives un jour, mais voilà, ça c'est une des raisons. Et après, il y a aussi des aspects traditionnels. Il y a des régions qui tiennent aux chasses-là, il y a des régions qui sont ancrées dans des manières de faire où c'est difficile d'en sortir. Donc c'est vrai que dans le Lavaux, ceux qui passent en bio, c'est le chapeau parce qu'ils vont à l'encontre de beaucoup de choses au niveau technique, mais aussi au niveau de la relation avec leurs voisins. C'est plus facile de faire du bio sur la côte et ça se voit assez bien dans l'évolution des surfaces en bio un peu partout, d'autant plus que c'est accessible avec des machines qui permettent de faire le travail facilement. Voilà un peu le trend. D'accord, merci beaucoup. Une question un peu plus politique de Sébastien Humbert. Alors, à voir à qui elle s'adresse. Est-ce que c'est à toi ou bien à Pascal? Auriez-vous quelques exemples de décisions que le Grand Conseil pourrait prendre afin d'encourager/supporter une augmentation de la séquestration de carbone dans les sols agricoles du canton? Première chose qu'en tout cas moi je dirais, c'est que c'est pas ça qu'il faut encourager, c'est la restauration de la qualité des sols. En tout cas. Parce que si on veut encourager la séquestration de carbone, bientôt vous enterrerez les pneus de voiture dans les parcelles et il y en aura du carbone. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qu'ils peuvent ne pas faire, c'est ne surtout pas encourager le fait d'augmenter les teneurs en carbone par soi-même, mais bien de travailler sur la qualité des sols. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut régler, c'est que si on travaille sur la qualité des sols, on doit le faire dans l'intérêt de l'agriculteur. Donc, il faut un système de soutien économique qui permette, on a vu les marges brutes hectares, alors pour les marges nettes, c'est un petit peu mieux, mais sur les marges brutes hectares, il n'y a pas, actuellement, les paiements qui existent ne favorisent pas la séquestration de carbone. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Mais ça, il faut le travailler dans un schéma au résultat. Sinon, vous allez vous rendre compte que vous avez patiné dans le vide, comme c'est trop souvent le cas, avec des obligations de moyens. Donc, les axes de réflexion, pour moi, ils sont là. Et puis, dans une vision qui doit rester dynamique, parce qu'à terme, il faut s'assurer qu'on progresse sur tous les aspects. On a parlé des pesticides, on a parlé de la biodiversité, on a parlé du bilan de gaz à effet de serre, etc. Il y a tous ces aspects sur lesquels il faut arriver à gagner, ce qui va pousser vers des solutions d'intégration de plus en plus grandes de type agroécologique. Raphaël, est-ce que tu as des propositions pour le Grand Conseil? Je te rejoins, la qualité du sol, ça permettra d'améliorer d'envisager la séquestration. Il n'y a pas qu'une solution, c'est important. Comme agronome, moi, je vise la qualité, comme Pascal l'a dit, et puis la séquestration viendra avec. Donc, tout ce qu'on peut faire en termes d'encouragement à améliorer cette qualité du sol et à tirer finalement profit du dernier PNR 68 qui recommande beaucoup de choses à ce niveau-là, je pense qu'on avancera dans le bon sens. J'aurais peut-être un petit complément à apporter aussi dans ce sens-là. Donc, le plan climat vaudois, effectivement, il vise à favoriser la séquestration du carbone. Comment? Alors là, il y a encore pas de piste très claire. Mais à la base, moi, je pense qu'il faut favoriser la formation des jeunes agriculteurs. Ces questions de sol sont extrêmement compliquées. Vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte ces 2 dernières heures. C'est vite très technique et très complexe à conceptualiser et à mettre ensemble. Et puis, c'est sûr que dans un apprentissage agricole qui dure 3 ans, ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Donc là, je pense qu'au niveau de la formation agricole, et ce n'est pas que le Grand Conseil qui peut prendre des décisions là-dessus, mais il faut absolument renforcer ses connaissances déjà au niveau de la formation de base, sachant que beaucoup d'agriculteurs font d'abord un CFC, un certificat fédéral de capacité, et ensuite ils deviennent agriculteurs. Et bon, après, il y a de la formation continue, et là, à ce niveau-là, il y a aussi des leviers. Et je crois savoir que dans le canton de Vaud, il y a plusieurs groupes de travail qui sont animés notamment par le FIBEL et Prométer pour travailler ces questions. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à innover ensemble. Oui, c'est ce que tu viens de dire est très important, Claude Alain. Effectivement,
On est très inquiet comme spécialiste des sols quand on voit comment c'est enseigné en école d'agriculture et pas seulement, premièrement. Et deuxièmement, ensuite, on a vu que toute la chaîne de valeur est impliquée dans les choix. Et effectivement, on a affaire à des partenaires qui se rendent compte progressivement qu'ils ne savent pas ce que c'est que le sol, qui ne savent pas ce que c'est que l'agriculture. Et la culture de ce que sont ces éléments-là est indispensable si on veut que les décisions qui soient prises de façon cohérente et puis qu'on aille dans des directions qui tiennent la route. Sinon, on est vraiment en danger. Mais voilà, donc la formation, elle concerne beaucoup de gens, beaucoup de réflexions en ce moment. Nous, on est en train de préparer des cours, des formations avec des formateurs digitaux notamment, à destination des décideurs aussi, sur ces aspects-là, parce que tout le monde a besoin d'y comprendre mieux. Et c'est vrai que ces méthodes d'agroécologie ne sont pas des méthodes de prêt-à-porter. Elles sont à mettre au point en fonction des sites, en fonction de l'histoire de l'exploitation, de sa nature. Et on s'éloigne complètement d'un enseignement par question-réponse simple. Or, aujourd'hui, le conseil agricole aussi. Combien de conseillers agricoles sont capables d'aller évaluer l'état d'un sol? Ça commence à bouger, mais très souvent, les conseillers non plus n'ont pas été formés à ça. On a vraiment un manque qui court sur toute la chaîne. Peut-être l'élément de la formation continue, c'est aussi intéressant parce que finalement, l'agriculteur, il est indépendant, il est seul, il y a une certaine solitude. Hein. Et quand on passe par l'école d'agriculture et puis que 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, on se retrouve dans des contextes, mais qui ont fondamentalement changé, c'est comment se mettre à jour ou comment encourager les gens à se mettre à jour. Les défis ont fondamentalement changé et c'est pas évident d'acquérir ces nouvelles connaissances, de se remettre pour quelqu'un qui est manuel, de se remettre à étudier les choses et à comprendre les nouveaux enjeux et à comprendre les nouveaux outils. Ça, c'est un élément qui est crucial sur lequel il faut qu'on progresse parce que c'est pas évident. Hein. Je ne sais plus qui disait que la rentabilité de l'agriculture est proportionnelle à la connaissance par hectare. Et il faut la maintenir, cette connaissance. Et en sortant de l'école d'agriculture, 30 ans plus tard, on est dans un autre contexte. Si on n'a pas fait le pas de la formation continue, sachant qu'on est seul et indépendant, je ne sais pas comment inciter à garder ce haut niveau de connaissance par rapport à quelqu'un qui travaille dans une boîte, dans une entreprise où la formation continue, elle est fournie par l'employeur. Je me demande si l'employeur, quand il verse 50% de paiement direct qui forme le revenu de l'agriculteur, hein, si cet employeur il n'a pas une part de responsabilité aussi pour amener cette formation continue. Hein. C'est quelque part un rôle probablement de l'État d'amener sans forcer, parce que ça ne sert à rien d'essayer de faire entrer de la connaissance à coup de je ne sais pas quoi. Là, il y a une question cruciale. On a très peu abordé ce genre de sujet récemment. Oui, et puis je rebondis là-dessus. Sur France, il y a Écosystème qui a été créé par des agriculteurs et des conseillers qui développent une plateforme de formation mixte, alors beaucoup de digital et puis aussi, après, il y a des différentes possibilités d'intervention réelles. C'est d'une très, très grande qualité. Nous, on l'utilise aussi pour nos étudiants. Et cela ou des choses analogues, il faut effectivement que ça soit mis à disposition des agriculteurs, entre autres, parce que c'est vraiment des façons de travailler, de petits spots de 4-5 minutes qu'on peut choisir, sur lesquels on peut revenir, et ça fonctionne très très bien. Et puis c'est de paysan à paysan, c'est-à-dire c'est des gens qui ont trouvé des solutions, qui les synthétisent et qui les présentent. Voilà, donc sur Suisse, on a ce retard, on y réfléchit, il y a plusieurs acteurs qui s'y intéressent parce qu'il y a plusieurs acteurs qui ont quelque chose à apporter, mais il faudrait qu'on réussisse à le faire d'une façon aussi cohérente que possible. Je suis bon espoir que ça se fasse, mais c'est vrai que par rapport à ce qui s'est développé là, par exemple avec Écosystème, on a beaucoup à apprendre. Moi, j'aimerais juste revenir très rapidement sur cette évocation que Raphaël a faite. Au fond, si je résumais, il dit, ben voilà, l'État donne des paiements directs et il serait en droit d'exiger ou de favoriser la formation continue des agriculteurs. Moi, je pense aussi que c'est une piste à suivre parce qu'au fond, les agriculteurs qui ont été, au fond, sollicités pour garantir et maintenir la biodiversité terrestre, la plupart ont mis beaucoup de temps à savoir qu'est-ce que c'était la biodiversité parce qu'on ne leur avait jamais dit. Hein. Maintenant, la plupart savent. Mais l'idée serait, lorsque, au fond, il y a un nouveau programme
qui est proposé dans le cadre des paiements directs, eh bien qu'on y lie pendant peut-être 3 ans. Alors, c'est un programme peut-être facultatif qui va durer 3 ans ou 6 ans ou 4 ans, j'en sais rien, mais où l'agriculteur, au fond, s'engage à suivre une formation continue pour savoir pourquoi il va faire ces démarches-là et à quoi elles servent et comment les faire vertueusement. Et ça, c'est effectivement des éléments qui ont manqué jusqu'à présent et qui ont certainement freiné beaucoup ces questions de conservation de la fertilité et de la biodiversité aussi. Est-ce que vous auriez d'autres commentaires sur ces thèmes-là ou questions? C'est assez intéressant, c'est aussi assez politique et c'est délicat, disons. Hein. Il y a une question de Jean-François Chapuisat. Ou pas? Bien, bonsoir, Voilà, Jean-François. il faut juste que j'enlève le micro. Mais c'était pour aller dans ton sens, Claude Alain. Je pense que, enfin, dans vos sens de Raphaël aussi, l'État a quand même une responsabilité parce qu'il oriente les choses. Il a orienté les choses ces dernières décennies par rapport. Donc, et on voit qu'il y a une réorientation qui est faite. Et à un moment donné, par le biais en effet des paiements directs, il y a une orientation clairement qui est faite et il y a un accompagnement sous forme de formation continue. Je pense que c'est vraiment, ça se justifie vraiment que l'État encourage et participe à cette, on parle de participation financière, hein, clairement, à cette formation continue. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde et puis que c'est lié aussi à une vraie responsabilité que l'État a dans les orientations, les différentes orientations qu'il y a eu dans les politiques agricoles un peu plus anciennes. On pourrait parler de formation éco-conditionnelle, c'est-à-dire, effectivement, si vous voulez aller dans un programme spécifique, eh bien, acquérir une formation avec des accompagnements et peut-être les agriculteurs accepteraient volontiers de prendre du temps si ces sujets amènent une plus-value sur la fertilité de leur sol. Ça, c'est assuré, quasiment assuré. Et c'est là où il faut faire très attention parce que si on n'a pas le bon bagage au niveau des formateurs, au niveau des conseillers, on va retomber dans de la prescription standard. Et ça ne marchera pas. Non. Et donc, ça va discréditer complètement ce travail. Donc là, c'est pas… Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ces orientations, mais elles ne sont pas triviales. Il y a un vrai travail à faire sur le message qui est délivré, sous quelle forme il est délivré, comment l'agriculteur peut s'en saisir et quelle est la qualité des gens qui accompagnent. Ça, c'est parce qu'on sort de décennies de prescriptions standards. Hein. Le conseiller rentre dans la cuisine, il ouvre les classeurs, t'as mis ça, oui, non, tac, tac, coché, merci, au revoir. Et le même conseiller, où il donnait la bêche, il dit, on va regarder le sol, mais il dit, mais non, mais ça, j'ai jamais fait. Voilà. Alors, je caricature un petit peu, mais pas tant que ça, et on est en train de sortir de cette époque-là, mais c'est extrêmement important, parce que sinon, si on est simplement sur un message comme ça, un peu statifié, qu'on délivre aux agriculteurs en disant tenez, faites ça et puis tout ira bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être encore une question que j'aimerais adresser à Pascal, qui a beaucoup de connexions internationales sur ces questions de séquestration de carbone. Est-ce que tu penses que la Suisse est en retard actuellement en comparaison des objectifs et des efforts européens, Pascal? Et Raphaël, tu peux aussi éventuellement répondre parce que tu as aussi des connexions assez larges. Ouais, alors disons que je pense qu'au niveau de la chaîne de valeur, elle est en retard. C'est-à-dire que l'implication des industriels suisses en Suisse me semble nettement en retard par rapport à ce qui se fait actuellement en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France. Voilà. Là, je suis frappé du signal plat qui vient de ceux qui sont côté suisse. Après, au plan politique, peut-être, mais peut-être ni plus ni moins dans le sens où les structures politiques sont très différentes. Ici, on a le fédéralisme, un canton avance, l'autre pas, etc. Et où ça ne va pas très vite non plus dans les autres pays.
Il y a des pays qui ont les capacités de prendre des décisions pyramidales, c'est leur statut, ça va aussi avoir des points de faiblesse. Si vous regardez le label bas carbone qui arrive en France, il y a aussi quelques horreurs dans le label bas carbone, c'est un tas de négociations. Donc, je ne suis pas sûr de vouloir faire une différence à ce niveau-là. En revanche, vraiment, entre la cohérence entre des objectifs carbone agricole et des acteurs majeurs de la chaîne de valeur, aujourd'hui, je ne la vois pas en Suisse, alors qu'elle existe. Elle se dessine fortement ailleurs. Et que des acteurs suisses comme Nestlé ont pris des décisions spectaculaires à l'échelle mondiale. On va voir s'ils arrivent à les appliquer. Ça, c'est maintenant, c'est le next step. Mais en tout cas, ils y vont à l'échelle mondiale. Sur l'échelle suisse, voilà, des gens comme Lindt, beaucoup d'autres, ils sont présents à l'échelle mondiale avec des intentions fermes. Ils se renseignent, ils essayent de transformer le système. Certains très très avancés comme Nestlé au niveau de la compréhension et de la planification. D'autres plus naïvement. Mais enfin, il y a un vrai travail qui est fait que je ne vois pas en Suisse à l'interne. Merci Pascal. Avons-nous d'autres questions? On est presque à 10 heures. Je pense qu'on a gentiment épuisé nos temps de parole, mais s'il y avait encore quelques points importants, alors c'est avec plaisir qu'on les traiterait avant de se séparer. Oui, dernière petite question, mais de curiosité scientifique, on va dire. Comment est-ce que vous êtes parvenu à expliquer les différences obtenues entre les résultats obtenus en station et les mesures effectuées dans les parcelles cultivées Ah oui, Pascal? par exemple, si vous cherchez à savoir si le fait de labourer fait perdre du carbone, Mhm. de l'humus en station, vous allez faire des essais où vous allez comparer, la seule différence que vous allez introduire, c'est ça. Et tout le reste va être pareil. Si en exploitation, un exploitant décide de réduire l'intensité mécanique, il va tout changer. Et notamment, ça va lui permettre de développer des couverts végétaux intenses. Donc une forte biomasse retournée à la terre. Ce que vous n'allez pas considérer en station, puisque vous cherchez à comprendre un mécanisme qui est, est-ce que le fait d'avoir labouré fait perdre du carbone. Donc un terme expérimental, vous allez trouver dans certaines stations que le fait de labourer fait perdre du carbone, dans d'autres pas. Ça dépend, est-ce que votre sol était riche en carbone, ça dépend du climat, de la période, est-ce que vous êtes en période humide ou sèche, etc. Donc des conclusions discordantes déjà entre les essais en station, mais qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et quand vous êtes en exploitation agricole, vous concluez que vous perdez du carbone en labourant, pas forcément parce qu'il a été dégradé, mais parce que vous n'avez pas pu faire de couverts végétaux. Je simplifie encore le discours là, mais c'est ça qu'il y a derrière. Donc, il y a un système de culture qui vit, qui évolue en permanence avec l'agriculteur et dans lequel des éléments s'enchaînent les uns avec les autres. Et par définition, la recherche en station va chercher à séparer tout ça et regarder les mécanismes. Elle peut se tromper sur les mécanismes parce qu'elle a des conditions. Quand vous faites un essai à tel endroit, vous avez ce type de sol, son historique, et puis vous faites cet essai, ça ne vous permet pas d'interpréter l'ensemble des facteurs. Parfois, on le croit, c'est là qu'on fait une erreur, parce qu'on dit « Ah, donc l'agriculture ». Ça, c'est faux. Et puis, vous n'avez pas la vision du système. Je ne sais pas si ce que je dis est trop compliqué, mais c'est ça le qui est derrière. Non, donc en fait, oui, ils ont une approche qui est trop déterministe en station, alors qu'il faut une analyse un peu plus holistique de comment tout cela fonctionne aussi. C'est ce qu'on appelle la recherche basique par rapport à la recherche systémique. Donc avec la recherche basique, et c'est le métier auquel on est formé comme chercheur, on essaie de comprendre chacun des leviers, chacun des mécanismes et de le quantifier. Le problème, c'est que dans un système, ce que vous avez quantifié en le simplifiant n'est pas ce qui se passe quand il se passe. Et ça fait sortir la recherche de sa zone de confort à plus d'un titre. Et donc, c'est pas gagné. Et quand Raphaël disait il faut travailler on-farm, je partage complètement. C'est un choix radical. J'ai présenté aussi les programmes de l'Union européenne parce qu'ils demandent aux chercheurs maintenant de faire ça. Donc, c'est compris maintenant, ça commence à être compris en lieu. Mais de là à ce que le supertanker recherche se mette à le faire massivement, je pense qu'il va couler d'eau sous les ponts. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. C'est pour ça que je suis parti de Changin d'ailleurs, parce que j'étais dans le monofactoriel ou 2 facteurs et puis le reste on s'en fout. Et c'est vrai que c'est au niveau de la recherche, de l'orientation de la recherche, c'est quelque chose de fondamental. C'est soit on s'adresse au système, soit on cherche 1 ou 2 facteurs. On a besoin des deux, il y a une complémentarité. Il ne faut pas non plus trop séparer les choses. On a besoin des 2 approches, mais il faut distinguer les réponses qu'elles donnent. Et ça, c'est un élément important. Malheureusement, ce n'est pas encouragé par le système des publications. C'est beaucoup plus facile de publier quelque chose où on a étudié un seul facteur et on n'a fait varier qu'un truc que de publier quelque chose qui
s'adresse à un système entier, parce que là, on sort des schémas traditionnels scientifiques et on se fait vite opposer des systèmes de révision d'articles qui sont très pénalisants pour nous en particulier. Et c'est ce qui est difficile en agriculture bio, c'est qu'on nous reproche souvent justement de trop élargir le système et d'aller jusqu'au consommateur, alors qu'on nous demande souvent des réponses sur un ou un seul facteur quand il faut prendre une décision. Et là, il y a aussi un changement fondamental à opérer au niveau de la recherche. C'est un problème qui a été réglé par Louis Pasteur au 19e siècle, mais qu'on n'a toujours pas incorporé. Louis Pasteur a dit qu'il n'y a pas la recherche fondamentale et la recherche appliquée, il y a la recherche ou l'application de la recherche. Et ça, on a du mal à l'entendre. Il y a une lutte de classe au sein des scientifiques. Je fais du fondamental et celui qui fait du finalisé, c'est le sous-prolétaire de la science. Et on est dans l'ethnoscience, hein, on n'est plus du tout dans le rationnel. Et donc, je refuse ces termes, je dis on est basique ou systémique. Eh bien, Pascal, je te remercie pour cette conclusion, je dirais, très intéressant. Je vous remercie tous les deux, Raphaël Charles et Pascal Boivin, pour ces présentations incroyablement complètes et intéressantes qui nous ont toutes fait progresser, je crois, dans nos connaissances des systèmes culturaux et de la fertilité de nos sols nourriciers. J'aimerais encore conclure en apportant une information. Nous avons maintenant créé un groupe agriculture au sein de notre parti vaudois qui sert non seulement à recevoir vos questions et éventuellement y apporter des réponses, mais bien souvent aussi à orienter nos politiciens sur ces thèmes agricoles qui sont actuellement débattus non seulement au Grand Conseil, mais évidemment au niveau fédéral, avec des thèmes aussi importants que la future initiative pour limiter les élevages de masse, ou encore la discussion autour du moratoire, de la reconduction du moratoire sur les organismes génétiquement modifiés. Voilà, donc les thèmes politiques autour de l'agriculture et de l'agronomie et des implications dans notre société ne manquent pas. Et ce groupe agriculture est à votre disposition. Vous pouvez vous adresser directement à moi ou encore à Christophe, qui est également impliqué par ce groupe pour soit apporter vos questions, vos suggestions ou éventuellement organiser des visites. Ça, c'est aussi possible. Merci infiniment à chacun, à tous les organisateurs. Merci aussi à Jean-François qui a été à l'initiative de cette idée de faire des conférences. Je crois que ça a pas mal de succès et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine conférence peut-être. Au revoir. Merci Claude-Alain. Au revoir, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Oui. Bonne soirée à chacun. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais, c'était super. Rentrez bien.